je te tutoie. Oui, je préfère. Pour le podcast. Oui, Oh, le quand challenge. même. De quoi Ah, Le challenge. C'est un challenge. oui, c'est une Non, mais challenge. forcément, après plusieurs années Oui, de oui, cours, oui. c'est bizarre. Bonjour Jennifer. Bonjour. Je suis avec Alex aussi. Alexandre Rosseux, Oui. comédien qui est stagiaire Voilà, pour l'instant. exactement, pour l'instant. Pour l'instant. Stagiaire éternel. Donc Jennifer, vous êtes tuée. T'as vu? Il y a un problème déjà dès le départ. Oui. C'est qu'il est bien élevé. Hein. Les parents, ils ont Il est bien coiffé, travaillé. tout. Jennifer, tu es professeure d'anglais. Oui. Tu es aussi comédienne. Oui. Metteuse en scène au théâtre. Oui. Tu as été réalisatrice au cinéma. Oui. Du coup, ça nous fait quelque chose de très complet, de très varié. Voilà. Et j'aimerais dans un premier temps que tu te présentes de la manière que tu veux pour les gens qui te connaissent pas. Un petit résumé rapide. D'accord, ok. Donc, je m'appelle Jennifer Johnson. J'ai 48 ans, donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, je suis franco-américaine. Et j'insiste, je suis franco-américaine parce que souvent quand quand les gens ils me voient, ils disent ah, vous êtes anglaise, et quand je dis non, je suis franco-américaine, ils disent ah, vous êtes américaine. Ils oublient le... Voilà, et parfois, et j'ai toujours mal pris cette façon de réagir parce que je me suis dit ben non, j'ai dit je suis franco-américaine. En plus, ça fait plus de la moitié de ma vie que je suis en France, donc voilà. Je viens de l'État de Washington. Aux États-Unis. Donc j'ai d'abord fait mes études aux États-Unis un peu. J'ai fait surtout mes études cinématographiques, tout ce qui est pour la scène aux États-Unis. Ensuite j'ai fait mes études pour devenir professeur en France. Et donc je fais les deux. Je suis professeur d'anglais. Et je suis vraiment dans le monde des arts du spectacle. D'accord. Tu es né aux États-Unis? Oui. Ou tu es né en France? Je suis née aux États-Unis. Tu es né aux États-Unis? Oui. Et la nationalité française, du coup la double nationalité, tu l'avais de base ou tu l'as eu Je l'ai obtenue tu l'as parce que je suis mariée à un Français. D'accord. Voilà. Ok. Du coup, on va commencer directement par les questions. Ok, ça marche. Moi, ce que je me suis demandé dans un premier temps, c'est comment s'est passé au tout début ton approche du cinéma, du théâtre, enfin des arts de la scène, des arts du spectacle. Comment ça s'est passé? Parce que du coup, j'imagine que ça s'est fait aux États-Unis, ça. Oui. Et que le système étant différent, je me demandais comment tu as abordé ça, comment c'est arrivé à toi, et comment tu t'es dit, j'ai envie d'en faire mon métier et ça va être ma vie. En fait, à l'âge de 4 ans, comme toutes les petites filles, je voulais être danseuse. J'étais très souple, je le suis toujours d'ailleurs, ça se voit pas, mais je suis... J'ai vu dans la bande-annonce de Macbeth. Oui, il y avait de la je danse. suis toujours assez souple et j'adore danser. À l'âge de 5 ans, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au film. Et je me suis dit, je veux être actrice, je veux donner vie à ces personnages. Mais il y avait quand même des obstacles, c'est-à-dire que moi, je viens d'une famille pauvre. Et j'étais assez rejetée à l'école, donc j'étais très timide. Et donc, c'était un peu un rêve. J'allais dans les bois, parce qu'on habitait dans les bois. J'allais dans les bois toute seule et je mettais en scène des choses, mais toute seule. Mais je me suis dit, je le ferai jamais comme métier. Je suis pas assez talentueuse. J'adore ça, mais je pense que je pourrais pas le faire. Et c'est au lycée. Mon professeur de français était aussi, il faisait un cours sur la littérature anglophone et on étudiait Hamlet. Et on devait apprendre 10 lignes, voilà. Donc moi, il y avait 2 soliloques que j'adorais et donc j'ai appris les soliloques en entier. Et je suis allée le voir en disant, bon, je ne veux pas le faire devant la classe parce que ça va faire vraiment, au lieu de faire 10 lignes, j'ai fait 2 soliloques, qu'est-ce que je suis forte. Donc c'est pendant la pause déjeuner que je l'ai fait devant lui. Et je l'ai fait en regardant par la fenêtre, en regardant la nature comme je fais d'habitude. Et quand j'avais fini, il disait rien et je me suis dit, j'ai tout foiré, c'est raté, ça y est. c'est carrément raté. C'est fini tout. C'est fini. Et il m'a dit, mais vous n'avez pas récité. Et j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais vous avez joué. Et c'était merveilleux. Vous êtes une actrice? J'ai dit, non, je ne suis pas une actrice. En plus, il était à la tête du club de théâtre de notre lycée. Il a dit, il faut absolument être membre du club. J'ai dit, non, je peux pas. Il dit, mais il a dit, tu te rends pas compte que tu vas gâcher ta vie si jamais tu ne le fais pas.
parce que ça va manquer. Parce qu'il m'a dit, il m'a demandé, est-ce que ça te donne du plaisir, est-ce que ça te rend heureuse de le faire? Et j'ai dit, bah oui, j'adore. Il a dit, bah, c'est ça la Faut le faire. réponse. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, ah bah, je fonce. C'est une partie de toi en fait. C'est une partie de moi, voilà. Parce que ce que tu disais sur le fait d'être un peu rejeté à l'école, Oui. est-ce que du coup, le fait d'incarner un personnage, ça te permettait de rentrer dans quelqu'un que t'étais pas forcément et de pouvoir sortir de cette bulle-là un peu de rejeté? Parce qu'en fait, au final, je trouve que je veux pas dire qu'on est tous qu'on s'est tous fait taper dessus à un moment donné, mais j'ai l'impression qu'on retrouve beaucoup ce profil-là chez les comédiens d'avoir voulu échapper à quelque chose. J'en parlais beaucoup quand j'ai fait le podcast avec Azad Oui. notamment, vouloir échapper à quelque chose et d'être ce qu'on n'est pas forcément. Carrément. Ça relevait de ça aussi. C'est exactement ça. Et avec le temps, je peux dire que c'est vrai que euh, ça fait du bien de s'échapper à sa vie, à nos craintes, nos doutes. Pendant ce court instant, on est quelqu'un d'autre, on est ailleurs, on est dans un autre monde. Et effectivement, je pense que mon enfance a grandement contribué à ce besoin d'être autre chose, d'être quelqu'un d'autre. Je pense honnêtement, oui. Et ce passage avec le professeur, tu avais quel âge? J'avais 17 ans Donc c'était au lycée. au lycée. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué, alors je sais peut-être qu'une idée reçue, après tout j'ai fait qu'un lycée aux États-Unis, mais quand je suis parti aux États-Unis j'étais en première, et je suis parti à Croton-on-Hudson, D'accord. au-dessus de New York, dans l'état de New York, à Croton Harmon High School. Et là-bas, je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme place pour les arts du spectacle. Il y avait une comédie musicale qui était faite chaque année. Oui. Et donc la chance, c'est que le moment où on partait, c'est le moment où il y avait les représentations. Et il y avait... C'était gros, enfin c'était quelque chose de grand en fait. C'était pas juste, comme il peut y avoir dans nos lycées, le petit club de théâtre ou la petite activité. C'était quelque chose de grand, tout le monde était impliqué. Il y avait des décors, des costumes, des chorégraphies, des choses. Et on s'est dit, est-ce que aux États-Unis du coup, le système d'apprentissage est différent et fait que les arts ont une très grande place? Ah oui, c'est sûr que l'approche en France, moi ça m'a toujours un peu dérangée de dire par exemple les matières molles, comme si il n'y a que les sciences et les maths qui comptent, je dirais même pour les langues, et encore pire pour tout ce qui est art. L'art c'est vraiment... ça n'a pas d'intérêt, qu'est-ce que ça va apporter au monde, alors que aux États-Unis, on pousse les enfants plus à rêver. Les arts, que ça soit, par exemple, moi, je suis trompettiste, et ça aussi, c'était dans mon école, dans mon lycée. Vraiment, on pousse plus, et je pense aussi, on voit ça, c'est-à-dire en France, on est plus. On veut plus cataloguer les gens. Mhm. Et je vois bien, moi, mes enfants, quand ils étaient le grand, quand il était au lycée, il faut qu'il fasse S, parce que bon, qu'est-ce qu'il va faire avec Ils ont un fait leur bac scolarité qu'en France. Qu'en France. Que en France. Et, et je vois bien qu'aux États-Unis, il y a plus de la place pour les arts, plus de respect pour les arts. En France, même, bon, comme tu dis, c'est-à-dire dans un lycée, dans un collège, c'est un tout petit club, tout mignon, mais voilà, on ne donne pas de moyens, etc. Il n'y a pas de fanfare, il n'y a pas de club, c'est-à-dire on considère qu'on est là pour apprendre, et surtout apprendre des choses importantes, entre guillemets, et puis c'est tout. Et c'est vraiment dommage. Là, je l'ai un peu vu en France parce que au lycée, donc moi je faisais des films, il y avait un festival qui existait qui était interlycée. J'ai fait des films pendant du coup les 3 années de lycée, donc à peu près un film par an. Et ce que j'ai remarqué, alors c'est pas, je leur en veux pas particulièrement, mais c'est qu'il a fallu attendre qu'on gagne des prix la dernière année, qu'on remporte 2 prix pour être reçu par le directeur et qui nous disent qu'on avait fait la fierté du lycée et tout ça, alors que les années d'avant, non. Et les seules personnes qui croyaient en nous, en fait, c'était les gens qui étaient dans ce qui s'appelle la maison des lycéens. Et qui vraiment eux nous soutenaient, étaient à fond là-dedans et justement faisaient partie des gens qui disaient Les boss. il n'y a pas assez de budget, il n'y a pas assez d'argent, on
on nous coupe les vivres. Là, il y a eu des réformes en plus il y a quelques années sur la culture. Ça a été assez catastrophique pour eux. Oui, oui. Mais du coup, voilà, je me demandais si, du coup, globalement, aux États-Unis, dans le système, c'était plus autorisé, c'était plus aidé, en tout cas. C'est plus aidé, c'est plus respecté, voilà, même encouragé. On considère que, d'ailleurs, quand on va à la fac, on a souvent, en première année, c'est assez bizarre pour les Français, mais moi, j'étais étudiante et j'ai fait un double majeur, comment on dit majeur, anglais, art du spectacle. Et j'avais des cours de biologie, des cours de maths, parce qu'on considère que quelqu'un qui est... On va vraiment se spécialiser un peu plus tard, mais on aura quand même ce bagage culturel, ce bagage de... Donc j'avais aussi des cours, je crois que moi j'avais pris théâtre, donc on avait vraiment des cours très divers, et on encourage les gens à ne pas être juste des têtes pensantes, et puis c'est tout, voilà. Mais est-ce qu'il y a des éléments du coup de ces systèmes-là que vous préférez de chaque côté? Est-ce qu'il y a des choses que de la France devrait prendre des États-Unis et inversement? Je dis toujours qu'il faut que je trouve une île et que je prends tout ce qui est bien aux États-Unis, tout ce qui est bien en France, et que voilà. Et on crée Et je crée une utopie. Alors en France, je pense que quelque chose qui est très bien, c'est souvent ceux qui sont dans ce monde des arts du spectacle. C'est bien sûr pour réussir, mais il y a vraiment ce côté artistique qui est vraiment très important pour les Français. Aux États-Unis, il y a quand même un côté industriel, quelque chose, c'est la raison pour laquelle moi j'avais quitté Los Angeles, parce que c'était vraiment pas mon monde, je voyais, c'était vraiment le fric, voilà, il fallait le profit, il fallait vraiment, même si les films étaient nuls, même si les scripts étaient, mais vraiment, je me disais, mais c'est juste épouvantable, mais ça va marcher, donc c'est tout ce qui compte. Donc, un peu, c'est ça, c'est avoir cette idée de l'importance de l'œuvre créative, voilà, artistique, plus qu'aux États-Unis, c'est-à-dire que maintenant, c'est tellement, même, il y a quelques années, il y avait le festival de films indépendants de Robert Redford. Le nom m'échappe maintenant. Sundance? Sundance. Sundance. Oh là là, la honte. Et à l'origine, c'était ça. C'était pour encourager ces gens qui ont ce même état d'esprit un peu à la française. Mais même ça, c'est devenu un peu très... le profit, voilà. Sundance a changé? A changé. Ok. Parce qu'on réfléchissait à proposer des choses potentiellement plus tard à C'est Sundance, parce toujours, qu'on disait, voilà. sur le terrain américain, c'est celui qui C'est le seul, oui. était le plus... Oui. Enfin, un des plus connus qui était très ouvert sur Oui. l'indépendance. Oui. Ah bah c'est toujours très ouvert, mais c'est quand même... À l'origine, c'était une petite chose pour mettre en avant, justement, cette créativité indépendante. Et malheureusement, c'est pas le festival qui a voulu ça, c'est plus tout le monde qui gravite autour. C'est devenu un peu comme un festival comme les autres, un peu pour le profit, un peu pour... voilà. Même si c'est le seul aux États-Unis qui est vraiment pour les indépendants. Bah, ce que vous dites sur Los Angeles, ce que tu dis sur Los Angeles... C'est dur, hein, c'est dur, hein. Après quelques années. Mais ce que tu dis sur Los Angeles, ça me fait penser, du coup, moi j'ai regardé une interview d'un acteur anglais qui s'appelle John Bernthal, qui parlait justement de son arrivée à Los Angeles, pareil, et où il s'est retrouvé dans cette spirale. Ça va vite, ça va du tac au tac, on le met sur un plateau, il fait sa phrase, il a pas fini sa phrase, c'est pareil, il dit que le dernier mot, il rejoue que le dernier mot, puis on lui dit salut, tu t'en vas, et puis tu repars. Et est-ce que c'est vraiment ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et on a aussi l'impression que c'est un peu comme la ruée vers l'or. Ceux qui sont devenus riches sont ceux qui vendaient des pelles, des cordes, etc. Et c'est pareil, c'est-à-dire qu'à Los Angeles, il y a tout le monde...
Un peu moins maintenant, parce que moi, c'était en 2000-2001, donc c'était à 20 ans. Il fallait avoir nos photos sur des lithographes qu'on envoyait par centaines. Donc ça, c'était tout un business. Il y avait les coachs, il y avait ceux qui voulaient bien faire nos films, des démonstrations, Les bandes démos. des bandes démos, Des bandes voilà. Donc on payait. On enchaînait les auditions et c'est exactement ça. Et on a l'impression d'être noyé dans une espèce d'océan d'acteurs qui voudraient percer et parfois on nous demande des choses. Moi, en fait, le point où je me suis dit c'est bon, j'arrête, c'est fini, j'arrête. J'étais à une maison, à une fête, j'étais invitée à une fête chez un producteur. Il y avait des gens très fortunés, très connus, etc. Et on m'avait plus ou moins dit que si je couchais avec le réalisateur, je pouvais avoir le rôle. Ouais, carrément. Super. Voilà. Donc, je me suis dit, mais déjà, j'étais un peu désenchantée par le système, et ça, c'était un peu le goutte d'eau. Et il y avait la cocaïne partout. Donc, vraiment, cette image, ça m'est resté. C'est-à-dire, oui, c'était quand on est quelqu'un qui est là pour l'art. J'étais vraiment là pour faire de l'art. J'étais pas là pour être le prochain Pamela Anderson ou je ne sais pas quoi. Je me suis dit non, c'est pas du tout mon monde, quoi. Donc c'est parce que ma prochaine question, elle était plus large sur le système américain du cinéma précisément. Oui. Du coup, tout ce qu'on en pense, tout ce qu'on imagine du show business. Alors il y a Jean-Claude Van Damme qui en parlait vachement bien, même si tout le monde se fout de sa gueule, mais il parle vachement bien de ce truc-là, c'est du showbiz. C'est clair. Donc c'est tout ça, c'est ça. Ces arrangements, c'est ce qu'on vous a dit. Les rails de coke. Les gros rails de coke. Tout était... oui, cette soirée, je me suis dit, mais tout est ici, maintenant, c'est ça Hollywood, quoi. Et parce que c'est quelque chose qu'on se dit, on le voit presque que dans les films, mais en fait, ils parlent d'eux-mêmes, quoi. Ah oui. Ok. Oui. Ah non, mais... et on se dit, par exemple, c'était aussi à l'époque de Harvey Weinstein, où c'était quand même assez courant qu'on demandait aux actrices de coucher, ou... Voilà. Et j'ai trouvé ça assez sexiste, parce que je me suis dit... Carrément. Carrément. Même pas mal. Et je me suis dit, mais... et le talent là-dedans et l'art et la créativité là-dedans. Et si... donc, on comprend pourquoi certaines actrices arrivent, alors qu'elles n'ont pas le moindre talent. Je ne sais pas pour vous, mais parfois je me dis, mais comment ça se fait que... Par exemple, justement, Pamela Anderson, comme exemple, à l'époque, bon, elle fait plus grand-chose maintenant, mais je me disais, mais ok, d'accord, elle a ce corps et tout ça, bon, tout est trafiqué de toute façon, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour arriver? Et puis, après cette... c'est ça, voilà. Après cette soirée, je me suis dit, je sais comment elle a fait. Donc, voilà, après, je suis partie. Je pense une semaine plus tard, j'étais en France, j'étais revenue. Ah oui? Ah oui, ça m'avait tellement dégoûté. Des mois où je courais les auditions, et souvent, c'était souvent basé sur l'aspect un peu physique, surtout, peut-être moins maintenant, mais à l'époque, c'était que ça. Et bien sûr, et c'est ça une partie du rôle d'acteur, c'est que, le physique, mais je pense que ça doit être un reflet, ça doit refléter le monde. C'est-à-dire, si on voit que des gens parfaits, etc., on se dit, mais c'est pas le monde. On n'essaie pas de montrer l'homme, on n'essaie pas de dire des histoires vraies, on essaie de lisser. D'embellir les choses un peu. Voilà. C'est ce que nous disait, parce qu'on a fait un tournage avec Brigitte Lecordier, c'est une comédienne de doublage, qui fait les voix notamment de Dragon Ball Z, Oui, donc elle a fait beaucoup de dessins animés, elle a bercé un peu l'enfance de beaucoup de Français, et elle nous racontait que, déjà le statut de doubleur faisait que on lui proposait très peu de rôles physiques, parce qu'on la considérait même pas comme une comédienne,
Alors Et- c'est archi difficile à faire. Et elle nous racontait justement sur ce sujet de physique que en fait en France, plus les hommes vieillissaient, presque plus ils avaient de rôle, Oui. parce qu'il y avait ce côté Exactement. sexy. Oui. Alors que plus les femmes vieillissaient, moins on leur proposait de rôle parce qu'il Exactement. fallait des comédiennes qui étaient toutes jeunes, Ah, toutes fraîche, fraîches. quoi. C'est tout à fait ça. Donc tout c'est à la fait même chose au... Ah, aux États-Unis. c'est la même chose aux États-Unis. Il y a 2-3 actrices qui arrivent toujours à travailler, Meryl Streep, etc. Mais la Il y a plupart. Frances McDormand en ce moment qui enchaîne pas mal de... Oui, oui, oui. Mais il y en a très peu. Il y en a très peu. Et les rôles sont de plus en plus rares. Et souvent, genre, j'ai 48 ans et j'ai remarqué ça. Hein. C'est-à-dire, bon, en plus, étant actrice en France, et je suis américaine, franco-américaine, et j'ai 48 ans, clairement, il n'y a plus de rôle pour moi. Quoi. Mais effectivement, les femmes, passé 40 ans, c'est fini. Même parfois 35 ans. Hein, c'est... Ah oui, là ça fait jeune. C'est quand jeune même. quand même. Ouais. C'est quand même super jeune. Bah, l'exemple typique, c'est Expendables. Le prochain, ils veulent en faire un prochain, mais enfin, tous les acteurs sont passés à la soixantaine, quoi. Ouais, ils savent plus courir, Oui, ça devient oui. compliqué. Stallone et Je tout, sais plus enfin, si t'avais vu, mais déjà quand ils ont fait Star Wars 7, Harrison Ford, Ouais, il quand était tu un le voyais peu, courir dans le film, sentais qu'il était à deux doigts de se casser un truc rien qu'en courant quand même. Mais on les prend parce que Oui, bon bah, après eux c'est si Oui, ouais. ils ont la parenthèse gros bras gros muscles donc Ouais, mais... ils sont pris pour ce qu'ils représentent quoi. Après, Ouais. Mais après, un autre bon exemple, c'est aussi Clint Eastwood, quoi. Clint Eastwood dans... Comment il s'appelle ce film? Gran Torino. Ouais. Il est très âgé dedans. Je crois qu'il a plus de 80 ans, 90 ans, je crois. non peut-être pas à cette époque-là mais là actuellement mais il continue il de a- tourner. Il Ouais, continue de tourner des actrices de son âge par contre on en Bah, voit c'est- on en voit Il y en moins. a, ouais, Bah, quasiment plus, quasiment quoi. plus, ouais. C'est clair, non, c'est un monde assez très sexiste et c'est dommage parce que comme j'ai dit, c'est pas une réflexion du monde qui nous entoure. On est entouré de mamies, des jeunes, des beaux, des moches, il y a un peu de tout et quand on regarde des films, bah, c'est assez... Moi je trouve que c'est assez... en 2 dimensions quoi. Ouais, c'est aussi pour ça qu'on est allé proposer à Brigitte. Enfin, on voulait retrouver. Bon, Alexandre le savait pas, on lui avait fait la surprise, mais on voulait retrouver avec Églantine cette douceur en fait. Et enfin, c'est pas que ça s'achète pas, mais c'est pas forcément que plastique quoi. Exactement, Tout ça, et... oui. Mm. Ouais, bon, finalement, ce genre de critères au cinéma sont vraisemblablement un peu partout. Oh, je pense, ouais. Donc, bon. Ouais. Mais il y a une autre question que je me posais sur le système américain. Est-ce que le statut d'intermittent du spectacle existe ? Non. Non. Donc il n'y a Non. pas cette espèce d'assurance chômage quand on fait ses 507 heures, qu'on arrive à... Alors, c'est assez difficile aux États-Unis parce il faut faire partie des syndicats. Donc, c'est SAG-AFTRA. Plus ou moins, c'est le syndicat. Avant, c'était 2 syndicats. L'un, c'était Screen Actors Guild, donc c'était vraiment pour le cinéma. L'autre, AFTRA, c'était pour tout ce qui était télévision. Ils sont unis pour faire un gros truc. Et c'est eux qui garantissent une sorte de protection, mais pour pouvoir être membre, il faut travailler sur un projet syndiqué. Le problème, c'est que pour être engagé dans un projet syndiqué, il faut être syndiqué. Donc vous voyez le problème. Il y a un problème. Il y a une tonne de problèmes. C'est... Oui. Ouais, il y a un petit souci là, Oui. dans l'équation. Oui, voilà. Donc, plus ou moins, Il faut... il faut déjouer tout ça. En Ouais. fait, c'est pour montrer qui est motivé. Je pense honnêtement que, parce que on se dit, mais ok, bah, je veux bien, je vais soit payer pour être membre ou pour être syndiqué, soit, sauf que eux, ils veulent pas, parce que je suis pas encore syndiqué, donc c'était... Et on m'a dit, en fait, il faut être engagé sur un projet syndiqué, même si on n'est pas syndiqué, parce qu'ils ont quelques petits rôles non syndiqués. Donc, Ça fait beaucoup là, non ? oui, voilà, c'est donc plus ou moins on peut être figurant, on peut être dans un rôle parlant mais microscopique qui ne demande pas qu'on soit syndiqué. Et puis, puisqu'on a fait ça, on a enfin le droit d'être syndiqué. Les syndicats, ce sont les lettres qu'on voit après, par exemple, certains directeurs de la photographie, il y a leur nom, puis derrière il y a des lettres dans les génériques.
Ces lettres-là, c'est ces appartenances à ces syndicats? Oui, tout à fait. Ok, Tout à fait. d'accord. Et donc, c'est eux qui protègent les acteurs, qui peut indemniser pendant des moments de creux, même si c'est pas aussi bien fait qu'en France. Hein. Honnêtement, parfois c'est soit tu nages, soit tu coules, et puis voilà. Bah, le système français au niveau du cinéma est un système il est intéressant parce qu'il est extrêmement envié Mm. par les intermittents, enfin en tout cas par les gens qui travaillent dans le cinéma, et il n'est pas tellement envié par les producteurs, qui Oui. du coup perdent de l'argent. Enfin, Oui, je sais qu'il y a pas mal du coup de personnes, notamment aux États-Unis, qui envient ce système-là. Les producteurs l'envient pas trop parce que le profit est pas forcément là, Oui. notamment sur les tickets de cinéma où bah voilà, Avengers, typiquement, quelque part, ça sert à financer des courts-métrages indépendants qu'on va retrouver que dans des petits festivals, voilà. parce que le CNC prend une taxe. Et ça, aux États-Unis, j'imagine que ça existe Non. pas, il n'y a pas de soutien, d'aide comme ça. Non, non, non. Non, c'est vraiment un système. Alors, il y a des bons côtés et des mauvais côtés, c'est-à-dire, on est peut-être plus libre, même si en France on est très libre, mais il n'y a pas beaucoup d'aide dans tous les secteurs. Je ne parle pas juste du monde des arts du spectacle. Partout, il n'y a pas beaucoup d'aide. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se battent vraiment à fond pour arriver. C'est deux systèmes très différents. C'est-à-dire que là-bas, c'est très capitaliste. Et voilà, comme j'ai dit, soit on nage, soit on coule. Et puis, tant pis pour nous si on coule. En France, on va dire, bah voilà, on va vous aider, il faut travailler. Parce que même s'il y a ce système, Et puis les aides sont compliquées à obtenir. J'ai En plus, j'ai c'est fait pas des donné à tout le formations où monde. j'ai étudié les dossiers, par exemple, du CNC. Oui. C'est des beaux dossiers, enfin, Oui. faut les monter. Mais elles existent. Oui, voilà. Et c'est vrai que c'est Voilà. compliqué. C'est pas donné à tout le monde. Bah, nous, les aides qu'on a eues jusqu'à maintenant, c'était beaucoup des aides portées à la jeunesse, parce qu'on avait ce statut associatif, Oui. chose qui va disparaître du coup Oui. vers la fin de l'année. Oui. Mais on avait ces aides du CROUS, du Fonds de soutien des initiatives étudiantes, parce qu'on était étudiants, on avait la région Nouvelle-Aquitaine, Ah on ouais. avait le département, on D'accord. avait des centres d'aide jeunesse pour le film qu'on a fait qui traite de l'hypersensibilité, mais c'était un peu une parenthèse parce que c'est parce qu'ils avaient aimé le sujet. Mais donc aux États-Unis, c'est plus compliqué de monter un projet. Oui. Oui. Bah, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de centralisé. On peut demander des aides des compagnies de production, parfois des gens, juste des philanthropes qui aiment notre projet, mais c'est pas quelque chose de centralisé. Il y a des aides, mais il faut aller les chercher. D'accord. Tout à l'heure, on en a un peu parlé, mais en tant que du coup comédienne et aussi metteuse en scène et réalisatrice, je voulais savoir quel était ton rapport à ce qu'on appelle le rêve américain. Cette espèce de tout est possible, mais en même temps, il y a un banc de 150 000 poissons et il y en a peut-être un qui va arriver à sortir du filet, quoi. Oui, alors... La métaphore était douteuse. La métaphore était ultra douteuse. Mais on a compris, on a compris. Alors, le rêve américain, ça existe, c'est vrai, mais c'est vraiment, comme tu dis, hein, c'est pour ce petit poisson qui va peut-être nager plus que les autres, qui va se démener plus que les autres. Je pense que, puisque, par exemple, les études sont chères, on n'a pas forcément besoin d'avoir fait des études pour réussir. Alors qu'en France, je pense que les choses sont quand même plus difficiles. C'est-à-dire, si on n'a pas fait des études, pas forcément dans les arts du spectacle, parce que parfois c'est notre talent, hein. Surtout quand on est comédien, on y va, on montre ce qu'on sait faire. Si on n'a pas fait de cours, si on a un talent inné, si on a la chance de l'avoir, pas de problème. Mais pour tout le reste, je pense que c'est beaucoup plus difficile de vraiment monter et de réussir. Par contre, aux États-Unis, il y a beaucoup de dérives dans tous les sens. Beaucoup de gens qui essaient d'arriver en profitant des autres un peu, beaucoup plus qu'en France. Donc oui, le rêve américain existe toujours, mais de moins en moins. Et
je dirais que ça implique aussi des dérives, un peu de n'importe quoi, parce que c'est pas encadré. Pas autant qu'en France. En France, l'encadrement nous empêche peut-être d'arriver plus facilement, mais ça empêche aussi ces dérives. Donc c'est un peu... faut savoir ce on veut dans la vie. Qu'est-ce que ça reflète des États-Unis en fait? Ça reflète une espèce de mentalité, ça reflète quelque chose de précis ou... Oui. Bon, il y a toujours cette idée de... par exemple, pour moi, le rêve américain aussi, c'est cette idée de liberté presque absolue. C'est-à-dire que je peux faire ce que je veux, on va pas me dire que je peux pas le faire. Je connais des gens qui ont décidé du jour au lendemain que je vais être styliste d'intérieur. Voilà. Pas un jour d'études. Voilà. Et ça marche très très bien. Parce que le talent est là. Il n'y a pas les études. Donc il y a quand même cette liberté de vraiment toucher à tout ce qu'on veut. Sans nous dire oh non vous ne pouvez pas, ça se fait pas. Bien sûr, il faut être médecin, il faut quand même avoir fait des études. Il y a des exceptions, mais il y a quand même, ça reflète cette envie de liberté absolue qui a un prix. Comme j'ai dit, les dérives, par exemple les armes, cette idée de j'ai le droit d'avoir 50 fusils chez moi, etc. Je peux dire tout ce que je veux, même si c'est du grand n'importe quoi et que ça peut vraiment faire du mal à des gens un peu naïves. Voilà. Mais il y a une ouverture d'esprit qu'on ne trouve pas trop en France. En France, j'ai l'impression que tout le monde est un peu formaté, il faut réfléchir comme ça. Et, Mais oui, ça existe, parce que moi j'étais dans une licence, j'ai fait un bac scientifique, qu'on parle même pas d'études supérieures, on est vraiment au lycée. J'étais en bac S spécialité mathématiques, et je me souviens très bien de ma première journée de S en cours de physique, où on a demandé, en fait le prof a demandé, bon, qui veut faire ingénieur, qui veut faire médecine, et les autres vous faites quoi? Et du coup, moi j'étais un peu au fond de la salle, en mode, moi je veux filmer des trucs, enfin tu sais, je veux filmer des gens, et puis ce sera cool, et on fera de l'art, et qu'est-ce que tu fous là, quoi, enfin, pourquoi t'es là? Mais oui, en France les choses sont bien rangées, on aime bien quand c'est trié. Je reviens juste sur un truc tout à l'heure parce que je viens d'y penser. Quand on parlait du fait que l'art n'était pas encadré en France, ça va me faire penser à quelque chose quand j'étais en Norvège. Parce que j'ai voyagé dans d'autres pays, je suis resté 3 ans en Norvège, de 2014 à 2017 je crois. Je suis arrivé en 3ème et donc j'ai fait ma 3ème, seconde et première là-bas. Et en fait on m'a demandé de choisir donc mon cursus en première. Et il y avait première S, ES et c'est tout. C'est vrai qu'il n'y avait pas L là-bas. Ça existait pas? C'était pas un choix. C'était soit S soit ES. En fait c'était tellement peu répandu. Startup Nation, hein. Parce qu'en fait le lycée, c'était pas un lycée qui était grand. Et la communauté française en Norvège n'est pas non plus hyper grande. Mais ça reflète bien le fait que les arts sont pas... Bon après je pense que il y avait pas assez de monde. Ceci dit, à La Rochelle, alors pas dans le lycée où j'étais, mais tu sais à Vielle-Jeu, il n'y a pas L non plus, il me semble. Il me semble qu'à Vielle-Jeu il n'y a pas L, tu peux pas faire L. T'es obligé d'aller soit à Doté où j'étais, soit à Valin. Mais tu peux pas faire L. Il y a des lycées à Poitiers, le lycée Nelson Mandela, il n'y a pas de L non plus. Et c'est fou. Et je connais quelqu'un, c'est un journaliste, il est maintenant sur France 2, il était un élève à moi quand j'étais stagiaire à Poitiers avec Hugo. Et il a fait L. Mais il était très intelligent. Mais ils ont dit, mais il faut faire S. Mais il poussait pour faire S, il disait, mais j'ai pas envie de faire S. Laisse-moi tranquille. On peut réussir avec un bac L. Et c'est des vrais littéraires, parce que bien sûr, la filière L était un peu parfois la filière, pas poubelle, mais c'est-à-dire qu'on considère que tu n'es pas assez fort pour ES et S, mais bon, les technologiques, pas non plus, il ne faut pas exagérer, donc L, pourquoi pas. Ces personnes-là, franchement, je les plains, parce que ils ont une place quelque part, et elle n'est pas une filière poubelle. Des vrais L, et je reviens, mon film préféré de tout le temps qui m'a changé ma vie, c'était Le Cercle des Poètes Disparus de Peter Weir avec Robin Williams. Et à un moment, il dit,
Alors, comptable, ingénieur, médecin, tout ça c'est très bien pour faire fonctionner la vie. La vie a besoin de ça. Mais pour rendre la vie belle, on a besoin de l'art. Et ça, pour moi, ça résume toute ma philosophie sur la vie en général. La littérature, les arts, c'est ça qui rend la vie belle. C'est-à-dire que si on est juste des robots qui vont au boulot, voilà, j'ai fait mes transactions aujourd'hui, voilà, je reviens. C'est tellement terne et triste. Si on imaginait un monde sans cinéma, sans télévision, sans littérature, mais ça serait juste un truc digne d'un livre de George Orwell. Quoi. Et pourtant il y a quelques mois de cela, ça a été qualifié de non essentiel. Oui. C'est vrai. C'est marrant Oui. parce que ce que tu dis là, du coup, dans le contexte Oui. actuel, on a été qualifié de non essentiel. Et je trouve que le mot est très grave parce que, à mon sens, on aurait dû choisir non prioritaire. Voilà. Je trouve que déjà ça change tout. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas prioritaire à la survie de la nation quand il y a Oui, bien sûr. une épidémie, Une pandémie mais mondiale. non essentiel, ça veut pas dire la même chose. Exactement. Les mots Oui. bah d'ailleurs c'est j'ai oublié son nom. J'ai mangé son nom, mais il y a une phrase moi qui m'a marqué, c'est les mots ont un sens sauf pour ceux qui les utilisent comme vous. Il parlait, c'était j'ai perdu, c'est terrible ce qui se passe. Mais je sais même pas dans quel contexte tu parles de quoi. C'était dans un procès contre un négationniste. Ah. Et il a dit une phrase contre Robert Forisson, qui maintenant est décédé et qui était... moi, j'ai pas honte de le dire que c'était une ordure. mais voilà, cette phrase-là m'a marqué et je trouve que, du coup, pour en revenir à ce sujet-là, choisir le mot essentiel au lieu de prioritaire, oui. ça fait mal parce qu'on dit non essentiel alors que depuis que l'homme a su se mettre debout, il a peint des trucs au mur. Exactement. Ça fait quand même partie, et surtout pour une nation comme la France. Je trouve que oui. l'art fait encore plus partie de notre ADN. Oui, carrément. Et ça, on l'a enlevé aux gens, quoi. On voit quand même les psychologues qui sont débordés par des demandes parce que les gens sont anxieux, déprimés, parce qu'on a enlevé tout ce qui est non essentiel, entre guillemets, à leur vie. C'est-à-dire tout ce qui rendait leur vie belle, agréable. Et aller au cinéma, aller au théâtre, ça fait partie de ces plaisirs de la vie, vraiment. Et on dit oui, mais bon, avant, l'homme n'avait pas le cinéma. Mais on a toujours, même au Moyen-Âge, il y avait des gens qui, en Angleterre, qui allaient de village en village pour faire des spectacles pour des gens. Et les gens, ils venaient parce que ça faisait tellement de bien. L'homme, il a besoin de ça. Comme tu dis, on peint dans les grottes depuis le début des temps. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. On a eu quand même une attitude déplorable envers la culture de manière générale. Aux États-Unis aussi, mais surtout en France. Je trouve qu'en France, c'était vraiment le pire. C'était vraiment... Et moi, je me suis toujours dit, si on peut aller... mes enfants mangent à la cantine sans masque tous les jours, mais on ne peut pas aller au cinéma ou au théâtre avec un masque, avec 2 sièges entre chaque personne. Où est la logique ? Je crois que c'est Pierre Ninet, je ne sais pas si vous voyez, c'est un acteur français qui s'est révolté aussi là-dessus, puisqu'il y avait des études qui avaient montré que les cinémas et les théâtres étaient quand même des endroits où ça craignait très peu, voire pas, comparé à d'autres endroits. Quand on est entre une centaine de personnes dans une salle de 600 places, dans un méga CGR, et 40 personnes dans un magasin de fringues, je sais pas, un truc comme ça. J'avoue que paye ton risque, quoi. Roselyne Bachot a pris tarif sur ce coup-là. Oui. Mais en plus, ce qui était assez hypocrite, c'est que toutes les personnes qui ont jugé le cinéma comme non essentiel, une fois qu'ils ont été confinés, ils ont allumé Netflix. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'était tellement pas essentiel que c'est ce que j'allais dire. On a maté la dernière série qui est sortie. Quand t'es bloqué chez toi et que tu peux pas sortir, l'une des choses qui va te permettre de t'échapper, c'est forcément la culture. C'est clair. Un livre, un film, les jeux vidéo, peu importe, même écrire ou lire ou dessiner ou peindre. Quand t'es tout seul chez toi, tu peux pas voir tes amis ou ta famille ou t'es confiné, les trucs qui vont te faire t'échapper, c'est la culture forcément. Donc c'était essentiel. Et je reprends une phrase de Nekfeu, écrire c'est le premier geste d'un homme privé de liberté. C'est ça.
Ouais. Bon, bah là-dessus, C'est... on est... on est bon. dedans, quoi. Bon, on va enchaîner. Moi, j'aime bien ce genre de divers comme ça. Euh, je voulais savoir, du coup, pourquoi avoir choisi... Est-ce que c'était un choix, la France? Est-ce que ça a été par défaut? Ou est-ce que vraiment, à la base, il y avait un attrait pour le pays? Ou pour sa culture? Ou... Alors, en fait, donc, au lycée, j'avais le choix entre 2 langues, espagnol ou français. Bon, moi, étant une grande amatrice de théâtre et de la littérature de manière générale, j'adorais lire Molière, mais bien sûr traduit. Donc je me suis dit, ah, si je peux lire Molière, ou Racine, ou, je ne sais pas, Balzac, en français, c'est chouette. Donc j'ai pris le français, et en prenant ce cours, déjà, le professeur, Monsieur Bouchard, c'est un professeur qui a changé ma vie. Comme j'ai dit, c'était lui qui avait fait ce truc avec Hamlet. Mais en plus, il a ouvert des portes à une culture que, pour moi, je suis tombée amoureuse de la culture au lycée. Vraiment, je m'identifiais tellement à un peu cette façon de penser. Je me suis toujours sentie un peu à part aux États-Unis, quelque part. Bon, déjà parce que j'étais rejetée, donc on se crée une sorte d'identité. Et en plus, la France, tout ce qui était... Bon, il faut dire que la première musique que j'avais écoutée en français, c'était mon professeur de français, parce que j'ai dit, est-ce que vous ne sauriez pas un peu de musique française? Donc il m'a donné, c'était des cassettes à l'époque, et c'était Voyage, Voyage de Désirès. Donc je me suis dit, ah, c'est ça la musique française. Au moins, il n'y avait pas d'accordéon, parce que ça, c'est le grand surréaliste. Ok. Et voilà, que... Oui, c'est... Bah, dans chaque film américain qui sont à Paris, il y a un accordéon. Oui, toujours. Il y a le béret aussi, et la baguette. Donc par la musique. Et donc, et par vraiment le hasard des choses, j'ai demandé, il a dit, oui, vous pouvez avoir des correspondants. Et puis, donc, j'ai demandé d'avoir un correspondant, et maintenant, c'est mon mari. Ah, d'accord. Voilà. Ah oui, donc c'est une Incroyable. histoire, c'est une belle histoire, Voilà. finalement. Et Voilà. donc ce correspondant, il était de Poitiers, Il ce était, mari. ce correspondant slash mari, il n'était pas de Poitiers, il était de la région parisienne. D'accord. À l'époque, il était dans une école d'ingénieur à Bordeaux. Donc, quand je suis venue en France pour le rejoindre, on était à Bordeaux pendant 1 an. Et puis après, il a décidé qu'il ne voulait pas vraiment être ingénieur. Ça ne l'intéressait pas du tout. Et il voulait être enseignant. Il a beaucoup d'enseignants dans sa famille en plus. Donc, il a fait l'UFM, il a passé le CAPES ici à Poitiers. C'est comme ça qu'on a atterri ici. Et j'adore Poitiers. Je trouve que c'est une taille humaine. De temps en temps, je vais à Paris, il n'y a pas de problème. Mais habiter à Paris, non merci. Qu'est-ce qui vous a... Ça va venir, hein. Ça va venir, hein. C'est fou, hein. T'as vu, déjà ça bégaye. Ah là là. Qu'est-ce qui t'a plu dans le système français en général? Le système, c'est-à-dire la société ou... Oui, la société. Est-ce que tu t'es dit, ça me correspond mieux, j'ai moyen de m'épanouir dans ce que je veux faire dans ce système-là, alors que là-bas je peux pas, notamment pour ces questions, que c'est un milieu un peu... ça va vite, c'est un peu un milieu de loup, quoi. Enfin, Oui, oui. Ah, bah, c'est vrai que les Français, ils sont intraitables sur les moments de repos. Par exemple, le dimanche. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même cette volonté de dire, bah non, que je profite quand même de la vie. Parce qu'aux États-Unis, on a l'impression que non, on go, 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 on ne profite pas. Donc, mais les Français sont très travailleurs, par ailleurs. C'est-à-dire que j'aime bien ce système ou cet état d'esprit de dire, alors, on travaille, on est productif, parce que les Français sont parmi les plus productifs au monde quand ils travaillent, mais ils ont leur moment où je me repose, j'en ai besoin. Aux États-Unis, on n'a pas même cette possibilité. C'est même pas dans l'état d'esprit. Est-ce que le principe des jours fériés existe aux États-Unis? Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, il y en a moins qu'en France. Et souvent, quand on a un boulot, on a 1 semaine de vacances par an au début, et on peut aller jusqu'à parfois 3 semaines de vacances par an.
C'est vraiment le maximum. En France, presque d'emblée, c'est 5 semaines. Donc on sent, on a besoin pour être productif, il faut se reposer, il faut se ressourcer, etc. Et on n'a vraiment pas l'impression que c'est... D'ailleurs, c'est pour ça que aux États-Unis, il y a beaucoup de problèmes, déjà d'obésité, d'hypertension, des gens qui font des infarctus, pas juste liés à la poids, mais à ce stress permanent. Et Oui, quand même. voilà. Et ça, c'est quelque chose en France que j'apprécie beaucoup, c'est de dire, non, on a le droit. C'est un droit fondamental, physique, parce que justement, il y a beaucoup de burn-out aux États-Unis, il y en a en France aussi, bien sûr, mais aux États-Unis, mais c'est monnaie courante, quoi. Du coup, le Japon a un peu trouvé l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire qu'eux, J'allais ils dire travaillent la même énormément et ils dorment, mais au boulot. J'allais dire la même Ils chose. dorment, mais au travail. J'allais dire qu'il y avait des pays qui souffraient beaucoup de ce manque de repos et le Japon en fait partie. Hein. Malheureusement, ils arrivent à trouver un juste milieu, mais il y a encore beaucoup de gens qui mettent fin à leur jour parce qu'ils travaillent trop, ils n'ont pas le temps de profiter. Et Oui. Malheureusement. Il y a des moments où, je reviens toujours à ce film, Cercle des poètes disparus, mais c'est le carpe diem. C'est-à-dire que à la fin de notre vie, est-ce qu'on va regarder en arrière en disant chouette, j'ai travaillé tous les jours de ma vie, qu'est-ce que je suis content de ma vie? Ou est-ce que c'est parce que j'ai passé du temps avec les miens, parce que j'ai vraiment profité des moments? Je pense honnêtement que si on se projette un peu sur notre lit de mort, c'est un peu... envie de voir ça comme ça, mais de se dire, mais je veux être comment? Je comprends, ouais. À ce moment-là, je veux regarder en arrière en me disant, non, j'ai... Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire les deux métiers, même si on m'a dit, oui, non, mais t'es prof parce que tu n'as pas réussi en tant que... Non, en fait, je voulais faire ces deux métiers. Et je me suis dit, même si les gens ils disent, non, il faut choisir, non, on n'est pas obligé de choisir, non. D'ailleurs, c'est vraiment ma prochaine question, donc la transition est trop bien trouvée. Mais je me demandais si... Parce que c'est une question que j'ose pas... qu'on n'a pas forcément osé poser quand on était en cours. Mais c'est est-ce que ce statut de professeur, en relation avec du coup les arts du spectacle, parce que vous enseignez aussi pour des personnes qui sont en études de langue, et uniquement de langue, mais est-ce que ce statut de professeur permet aussi d'être dans tous ces processus de création artistique sans forcément avoir la peur des 507 heures, de ne pas avoir l'intermittence chômage, de se dire je fais quelque chose qui me plaît, j'ai cette stabilité, et en plus, je peux être dans des processus artistiques. C'est pas tout à fait ça. En fait, moi, avant d'avoir les enfants, je voyageais beaucoup. Parce que justement, quand on est acteur, et si on dit je veux rester à Poitiers, bonne chance. Ouais. Donc quand j'ai eu des enfants, c'est là où j'ai dit ok, il faut que je puisse peut-être enclencher cette deuxième carrière, c'est-à-dire professeur, parce que je veux pouvoir rester ici. Donc stabilité, oui, parce que comme ça je suis stable, j'ai un salaire. Et en plus, ça me donne quand même beaucoup de mois où je peux faire les deux. C'était pas tellement une question de stabilité, de salaire, c'était plus, parce que mon mari, ça va, il gagne sa vie aussi, mais c'était plus, je veux pouvoir rester ici, et aussi, j'avais vraiment très envie d'être prof. C'est pas du tout en disant, oui, ça marche pas, donc j'ai qu'à être prof. C'est pas du tout l'idée, c'est je voulais être un peu comme le prof de Mr. Keating. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, Cercle des poètes disparus. Si vous ne connaissez pas, il faut regarder. Parce que je me suis dit, je veux être aussi... Parce que professeur, c'est aussi, en quelque sorte, être acteur. On est devant notre public, on a quelque chose à transmettre, on nous regarde, ce qui n'est pas toujours évident. Je voulais aussi me dire que je veux pouvoir transmettre une langue, une culture, etc., mais aussi une passion. Et je pense qu'un prof, je veux être le professeur que j'aurais voulu avoir. Voilà. Et c'est-à-dire montrer que la vie n'est pas juste les études, la vie n'est pas juste ce que les gens nous disent qu'on doit faire, transmettre pas que des savoirs, mais autre chose. Et donc, quand j'avais 16 ans et que, jusqu'à là, j'avais envie d'être acteur, j'ai vu ce film et je me suis dit, je veux être prof un jour. Un jour, je veux être prof. Quand j'ai eu des enfants, je me suis dit, je peux pas trop voyager avec des enfants.
c'est le moment C'est d'être le moment prof. de le faire. Voilà. Donc c'est pas une question de stabilité ou de pas être intermittent, c'était pas ça, c'était plus stabilité géographique. Voilà. Oui, parce qu'en plus, tes cours, ils sont vachement orientés sur le théâtre et sur le cinéma. En Oui. plus. Donc, ça Oui. permet... parce qu'au final, c'est un peu... Enfin, du coup, Alex, pas trop, parce que toi, t'as voyagé, donc la langue, tu l'as appris dans le dur. Au final, t'as fait Irlande, Portugal, Norvège. Ouais, c'est ça. Donc c'est forcément, Ouais. l'anglais, tu l'as appris là-bas. Ouais. Que moi, c'est vrai que l'anglais, je l'ai... Alors, j'ai eu des profs excellents. Madame Gondon était vraiment une prof extraordinaire. Mais également, du coup, je l'ai beaucoup appris avec le cinéma. Oui. Particulièrement les séries, parce que des séries qu'on aime beaucoup, c'est facile de les regarder une fois, puis de les revoir en... Vous pouvez, y a pas de souci. Ok. Parce que c'est plus facile de les regarder une seconde fois avec Ouais. les sous-titres en anglais et la langue anglaise. Donc orienter les cours en plus autour du cinéma et du théâtre, c'est un bon moyen d'apprendre, quoi. C'est-à-dire, là, à l'université, ils voudraient, je lutte contre ça, faire une sorte de... Ils ont fait ça avec... Presque toutes les composantes sont dirigées par la Maison des langues. On a eu une dérogation pour notre UFR Lettres et Langues, et notamment en art du spectacle, parce que art du spectacle, c'est pas un truc spécialiste en langue. Donc ils auraient pu dire, bah non, on va gérer ça aussi. Et j'ai lutté, j'ai eu la doyenne en disant, écoutez, les étudiants en art du spectacle, ils ont besoin d'anglais. Vraiment, si on est là, ok, on va faire les modos aujourd'hui. Donc, nous avons les modos de volonté, will et would, qui est le passé de... Si je ne fais que ça, je vais perdre tout le monde. Faire des petits rappels comme ça de temps en temps, même si sur WebEx, c'était juste horrible. Horrible. Vraiment. Donc, si je fais ça, je vais perdre tout le monde. Des petits rappels comme ça de temps en temps, pourquoi pas, mais je peux pas faire que ça parce que eux, ils ont besoin de savoir, premièrement, pourquoi on a un cours d'anglais. Si c'est juste une formalité pour avoir mon diplôme, c'est intéressant ni pour eux ni pour moi. Si j'apporte pas un peu de vocabulaire spécifique à vraiment leur monde, ils vont avoir besoin de ce vocabulaire. Donc, on a pour l'instant préservé les arts du spectacle de cette mainmise de la Maison des langues. On va voir si ça continue. Ouais. C'est vrai que les cours trop traditionnels ou trop dans la répétition, dans Wood, dans les modos, etc., ça devient un peu ennuyeux à la longue. Non, puis c'est surtout que c'est en parlant quoi. Oui. Mais en fait, c'est que Qu'on apprend. Enfin, en Irlande, ce qui est drôle, c'est que j'ai des bribes de souvenirs de quand j'étais là-bas. Et l'une d'entre elles, c'était moi dans la salle du cours d'anglais, avec le manuel ouvert, en tirant la tronche parce que je voulais pas apprendre en fait. tu voulais pas apprendre l'anglais? Non, ça me faisait chier. Elle me disait yes, the pig et tout, et j'étais en mode ouais c'est bon, vas-y, ouais, ton pig là, ton cochon. Et en fait, c'est parce que j'étais confronté à la langue directement dehors que je me suis dit, ça peut être quand même bien d'ouvrir le manuel. Oui, parce que je vis en Irlande, tu y as resté 4 ans 2 ans et demi. 2 ans et demi. C'est que, en fait, on se rend compte que c'est utile ce genre de manuel, parce que je dis que c'est un peu ennuyeux, mais c'est quand même utile à la langue, enfin, forcément. Quand tu te confrontes aux gens à la langue, en mode, peut-être que je commence à apprendre la langue, le manuel il est peut-être pas si inutile et ennuyeux que ça. Donc, Et des années après, ça se retrouve à traduire des films. Ah bah. Oui. Voilà quoi. Mais bon, après, c'est vrai que ce qui m'a permis de garder mon niveau quand j'étais au Portugal, parce que le niveau était plus faible, le niveau des cours de langue, ce qui est normal, vu qu'on n'était pas dans un pays anglophone, c'est les vidéos, les séries, les livres, les journaux. Bah oui. Voilà. Et une fois que vous êtes étudiant, depuis le collège, lycée, faire la même chose, des séquences avec la tâche finale, nanana. Si je continue ça à la fac, on va dire, mais déjà, premièrement, Ouais, c'est la fac ou c'est le collège ici. Ouais. Deuxièmement, c'est quoi l'intérêt? Et déjà, il y a des cours formalité. Je pense qu'il y a beaucoup qui pensent ça du cours d'informatique. C'est les échos que j'avais des étudiants. Où c'était vraiment... Moi, je me prononcerai pas là-dessus. Mais je ne voulais pas faire partie de ces cours formalités. Je me suis dit, non, je veux que ça soit utile et qu'ils voient que c'est utile. Et voilà. Je ne sais pas si c'est gagné ou pas, mais... Ce qui est paradoxal avec l'anglais, c'est qu'en France, on fait partie des pays qui l'étudient le plus longtemps,
Oui. Et pourtant, les gens le parlent le moins bien. Oui. C'est Oui, assez... oui. Je sais pas si ce que vous... Ah, ce que tu ça, c'est penses clair, du, c'est- du niveau d'anglais des Français, mais... C'est très 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 mauvais. Oui. De manière générale. Mais ton anglais, c'est très bien. Ça se voit que tu as voyagé. Hein, parce que... Mais on a eu, en fait, on a eu aussi une super bonne prof, vraiment. Ah oui, Euh, ça aide. Hein. et mon séjour à New York a aidé. Oui. À New York, j'avais l'impression de patauger. J'étais Ah oui. largué, j'étais Ah, yes, c'est- I want ça. The Burger ce with truc-là. the Tomatoes. J'avais l'impression d'être largué et c'est en rentrant en France que on s'est mis à parler en cours Ah. spontanément et on a eu le déclic de dire je l'ai fait naturellement. Oui, oui. Mais bon après il faudrait que j'y retourne, j'ai envie d'y retourner pour Ouais. réapprendre encore plus. Et puis l'anglais de toute façon pour les arts de la scène, enfin ou même pour le cinéma, Mm. c'est vachement utile parce que Ah ça oui. veut dire qu'on peut diriger des équipes un peu partout. Oui, oui. Ça pour moi qui essaye aspirant en réalisation on va dire. Ah oui. Diriger des équipes de n'importe quelle langue, c'est vraiment. Ce serait le pied quoi. Enfin, Ouais. Si tu veux envoyer des films dans des festivals étrangers. Aussi. Je suis faut savoir. en train de. Pour mon stage, je spoil, mais je suis en train de faire une recherche de festival du coup pour notre prochain film, le film qu'on a fait sur l'hypersensibilité. Et Ouais. du coup, j'écume les sites de plein de festivals, etc. Et sur les sites étrangers, c'est toujours marqué si votre film n'est pas anglais, il faut impérativement avoir des sous-titres anglais en fait. Ah Mais de oui. toute façon, Il c'est. faut Ouais. impérativement avoir des. Mais des sous-titres ceci dit, en France, c'est pareil. Les festivals demandent des sous-titres français Oui, bah oui. pour les films, les Ouais. films étrangers. C'est pour ça Ouais. que- Ouais, on va rentrer dans le vif. Oui. Enfin, je voulais qu'on aborde votre métier d'actrice. Ok. J'ai encore, vous voyez, et c'est fou ça. C'est quand c'est bien. Ah, c'est terrible. C'est que- Non, mais je me demandais comment tu procédais. Comment tu incarnes le personnage une fois que tu as décidé de travailler avec tel metteur en scène, tel réalisateur. Tu te dis ce personnage-là, j'ai envie de le faire, ça me plaît. Mhm. Comment tu l'incarnes? Comment tu le construis? Alors, donc, j'ai fait des études de scène avec l'Actor Studio, donc c'est vraiment une question de méthode, mais même si je ne l'applique pas complètement. Moi, je suis pas non plus complètement dans quelqu'un qui va essayer de construire de A à Z, parce que je pense qu'il faut laisser un peu de place pour la spontanéité qui doit venir en jouant. Même si j'essaie de... Quelque chose que je fais, c'est... Je vois le personnage, je lis bien le script. Puis ensuite, j'essaie de construire son passé. Parce que ça va expliquer tout ce que le personnage va dire, toutes les réactions. Et donc, quelle est leur jeunesse? Est-ce qu'ils sont d'une famille aisée? Est-ce qu'ils sont d'une famille pauvre? Est-ce que ils ont eu des chagrins d'amour, etc. Et donc, je construis leur passé jusqu'au moment où on arrive à les capter là, pendant le film ou la pièce. Et ça m'aide pour, donc pendant quelques jours, je vais un peu être dans le personnage, parfois en dehors. Je peux être en train de faire la cuisine, et puis tout d'un coup, je vais essayer corporellement d'imaginer comment mon personnage va se tenir. Donc, soit c'est quelqu'un qui est abattu, donc ça va être quelque chose où quels muscles vont être relâchés, quels muscles vont être tendus, etc. Donc, comment je vais me tenir. Ensuite, c'est quoi la voix? Parce que je pense que la voix, c'est quelque chose de primordial, parce que parfois, même quand on voit par le personnage, c'est ça qui porte l'émotion. Et c'est parfois ce qui manque énormément pour les acteurs très mauvais. Par exemple, je ne sais pas, l'autre jour j'étais en train de juste faire les différentes chaînes et je suis tombée sur les mystères de l'amour. Je sais pas ce que c'est, mais ça va. Ah, Ça va pas, oui. oui. Le titre a l'air sympa en tout cas. Tu connais? Non. Non. Bah, je connais pas, mais... T'as pas joué dedans? Non, non. 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 C'était un peu la suite, je crois, de Hélène les garçons, je ne sais pas quoi. C'est un Ah oui, truc d'accord. Ouais, c'est vrai, ouais. d'AB Productions il y a quelques années. Et je me suis dit, ils sont aussi mauvais maintenant qu'avant. Et il y a énormément, c'est pas forcément le visage, parce qu'on arrive un peu, pratiquement tout le monde arrive à faire quelque chose avec leur visage qui est presque plus ou moins authentique, mais c'est la voix qui trahit, mais qui trahit. Soit on va monter où il faut descendre, soit on va
mettre on va accentuer un mot dans la phrase qui est pourri. Voilà. Donc c'est vraiment où sont les intonations, et c'est quoi l'intonation, c'est quoi la voix, c'est travailler la voix et le corps. Et une fois que j'ai construit le passé, après c'est juste le texte et ça vient naturellement. Une fois que la corporalité est là, le texte est un peu calqué dessus, et puis en général c'est comme ça que... Et l'Actor Studio, Oui. c'est une méthode c'est la méthode héritée de Stanislavski, Oui, tout à fait. et c'est enseigné comme ça aux États-Unis. Est-ce que c'est pareil en France? Oui. Je n'ai pas la réponse pour ça. Oui, tout à fait. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'exercices sensoriels, parce que l'idée, c'est qu'on doit vraiment ressentir les choses. Leur idée, c'est on n'est pas en train de jouer, on est en train de vivre. Et donc, on faisait énormément de... Et justement, ce film sur l'hypersensibilité, ça m'intéresse énormément, parce que je suis une hypersensible. Et donc, c'est de pouvoir... faire surgir des vraies émotions, pas des émotions un peu... on fait semblant d'être triste. On est triste. Si on rigole, mais on rigole de vraie joie. Et c'est ça la méthode, c'est d'essayer d'isoler ces émotions et les faire ressurgir le moment voulu. Et c'est assez intéressant comme méthode, comme travail. Parfois c'est un peu bizarre parce qu'on peut nous demander de faire des choses tout simples. Par exemple, vous allez faire semblant d'avoir une tasse de café et qu'est-ce que vous faites? Et il faut vraiment imaginer qu'on a une tasse, on a la chaleur, on a l'odeur, voilà, toute la douceur qui arrive. Ou alors ça peut être, on est en train de se brosser les dents. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se regarde dans la glace? Mais vraiment des choses de tous les jours, ou des choses assez banales, puis des choses où, ok, vous allez avoir un orgasme. Allez-y. Et quand on est devant 30 personnes, Ah oui. on est carrément dans quand Harry rencontre Sally. On est sur scène, ok, tout le monde nous regarde et ok, d'accord, bah... Bon, bah... Là, faut faire ressortir l'émotion, quoi. Oui, là, faut... c'est bon, c'est maintenant. C'est voilà, maintenant. Hein. Et donc, ça, c'est intéressant. J'ai aussi été avec Jeffrey Marcus à Los Angeles. Et lui, c'était vraiment dans les sensations physiques. Pas juste émotionnelles, mais physiques. C'est pour ça que j'aime bien travailler les deux. Parce que il y a aussi... j'ai joué dans les bonnes... en anglais, de Jean Genet, The Maids. Et j'étais une des deux bonnes. Et l'idée, c'était qu'est-ce qu'elle ressent dans le corps. Et c'est lui qui disait, tu es un peu trop... tu t'y tiens bien droite alors qu'elle est assez abattue. Donc, vraiment un travail de corporalité, de comment le corps... Et j'aime bien, parce que on est tous comme ça, c'est-à-dire l'esprit et le corps sont liés. Et si l'esprit là, et je ne sais pas, je fais jaillir que je suis un peu abattue, mais que je suis complètement... Mais on n'y croit pas une seconde. Donc c'est vraiment connecter tout ça avec le texte. C'est-à-dire, c'est un état d'esprit, c'est des émotions, des vrais. Et c'est vrai qu'étant hypersensible, ça c'est le côté qui n'était pas très difficile pour moi. C'était plus le côté, je suis très déconnectée de mon corps parce que j'ai une maladie génétique qui m'a un peu rejeté le corps. Et donc ça c'est un travail que je dois faire à chaque fois. Prendre conscience du corps du personnage. Oui, du corps du personnage. Et puisque, la maladie que j'ai, c'est une maladie génétique des tissus conjonctifs, d'où la raison pour laquelle je suis très souple. Mais ça induit des problèmes au niveau des tissus adipeux. Donc en fait, ça gonfle. D'ailleurs, je vais me faire opérer bientôt. Et donc, j'ai rejeté mon corps en fait. Donc c'était difficile de monter sur scène. Il y avait des années où je n'ai rien fait à cause de ça. Je ne me supportais pas. Même si mon mari disait mais c'est une maladie, c'est pas toi, c'est j'ai dit bah oui mais
tu veux dire ça au public que ma graisse c'est juste de la graisse malade, c'est pas de la graisse normale. Et donc j'ai arrêté. Je me suis dit non, ce corps je peux plus montrer. Et c'est un metteur en scène qui est venu me voir en disant oui, on te veut pour ce rôle. Et je disais non, je peux pas. Je peux pas, c'est fini. Ma vie d'actrice, c'est fini. Et il m'a convaincue de juste venir pour une répétition. Et j'avais tellement... Je ne savais même pas, mais j'avais besoin de ça. Ça m'a fait un bien fou. Et en fait, maintenant, je monte, je tourne, peu importe le corps, on va essayer de faire ce qu'il faut pour l'arranger, mais voilà, donc c'est cette corporalité qui est très importante, être reconnecté et un peu accepter que je vieillis, que j'ai cette maladie, que le corps il est comme il est, et mais que j'ai besoin de ça, et que peut-être moi j'ai quelque chose à donner. J'ai quelque chose à donner au public, des histoires à raconter, quoi. Parce qu'au final, ce qui te bloquait, c'était ton propre regard sur toi, c'était pas les autres. Il y a des gens qui te l'ont fait ressentir ou... Non. Le pire, c'est que non. Je faisais des chorégraphies, donc j'étais toujours dans... Genre, je dansais toujours. Les gens disaient « Oh, on te veut comme chorégraphe parce que tu danses bien, tes chorégraphies sont toujours très bien faites. » Mais moi-même, voyant mon corps changer, je ne supportais plus. Et je ne supportais plus de montrer mon corps. Et donc, c'était oui, effectivement, il faut... Mais un truc qui est drôle quand on est acteur, c'est que on n'est pas nous. Pendant ce moment-là, je ne suis pas moi. Donc, ce corps qui m'appartient, qui appartient un peu à la maladie, donc qui m'appartient plus beaucoup, etc., je m'en fous. Je suis cette personne. Et donc, il y a un moment de grâce, en fait. Et j'en avais besoin. On s'oublie. On s'oublie complètement. Surtout qu'en plus, je sais pas si ça joue forcément beaucoup chez vous, mais je sais qu'en tant qu'hypersensible, on a tout le temps, enfin, personnellement, j'ai toujours tendance à réfléchir tout le temps, à toujours avoir le savoir 200%. Et ça crée une sorte de déconnexion parfois, même parfois à la réalité, mais surtout aussi au corps. Alors, parfois on s'oublie, on est tellement dans notre tête qu'on a l'impression qu'il n'y a que notre tête qui l'évite et qu'il n'y a pas le corps qui est avec en fait. Oui, okay. Carrément. Je me sens moins seul. Oui, non, mais on est complètement déconnecté. Ouais. Oui, on est dans le... Et aussi dans le... Parce qu'on est un peu des paraboles pour les émotions des autres aussi. Donc c'est épuisant. À la fin de la journée, je suis vidée, lessivée, parce que je prends les émotions des autres. Et même quand on souffre, et je pense que quand on est quelqu'un qui souffre, on veut donner beaucoup de soleil aux autres, en fait. Et donc, on est une sorte de filtre. On capte toutes les émotions un peu négatives. On filtre et on renvoie du soleil aux autres. Mais c'est fatigant. C'est exactement ça. C'est lessivant. Ok, bon, ça, je me sens beaucoup moins seul. Non, mais moi, je veux me dire, ça m'émue ce qui est dit là, parce que ça veut dire qu'on a raison. Enfin, qu'on a eu raison de faire le film, parce que Orphalsome, du coup, ça part de l'histoire d'Alex. D'accord. Quand je l'ai rencontré au lycée, j'ai rencontré un gars qui avait beaucoup souffert, ça se voyait, mais il y avait un truc, moi je connaissais pas l'hypersensibilité, sans savoir que j'étais concerné aussi a priori, je savais pas, et je me suis dit c'est bizarre, c'est pas juste un mec susceptible, c'est pas juste un gars qui supporte pas les émotions, et au fur et à mesure, donc après des histoires plus ou moins difficiles, il y a un moment donné où j'ai dit non, il faut qu'on en parle, mais je voulais pas justement faire un truc tire-larme, trop réel, trop comme ça. Et donc avec Églantine, cheminade, que tu as eu en cours aussi, on a développé une idée qui était, on l'a transformée en film fantastique et on a dit l'hypersensible absorbe, ce que tu dis, littéralement les émotions des gens, le garde, sauf que des fois ça explose. Et là où par moments on avait des excès de colère, dans ce qu'on a vécu, là ça explose véritablement, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte que ce soit de l'énergie, que ce soit quelque chose de puissant,
Et en fait, ce que tu dis, franchement, ça me touche parce que ça veut dire que c'est une bonne piste pour les hypersensibles de pouvoir en parler et que Oui. ça veut dire que potentiellement une majorité des gens qui sont hypersensibles vont pouvoir s'identifier à cette chose-là et parce que ce qu'on voulait montrer. Et c'est aussi, le film a un double sens, mais Alexandre, en jouant, enfin, je veux dire, les émotions, les faire ressortir, Oui. c'était fluide parce que justement, elles étaient là. Oui. Et les faire ressortir, c'était assez facile. Et ce qu'on veut montrer aussi, je fais une parenthèse, mais c'est que l'hypersensibilité, ça peut être une force, et même c'est une force, mais qu'il faut le contrôler, il faut le temps de le comprendre, il faut le temps de beaucoup de choses. Puis ce qui était facile aussi dans le rôle, c'est que je jouais moi, quoi, en fait, donc... Oui, aussi, oui, accessoirement. Mais du coup, l'hypersensibilité aussi, j'imagine, t'aide à faire ressortir vachement de choses. Ah oui, ou beaucoup de gens, je me souviens pendant les cours avec Jack Watts, l'acteur studio, où il y a beaucoup de gens, où il y a une espèce de réchauffement. D'ailleurs, il y a beaucoup d'acteurs qui aiment bien se chauffer avant, la voix, le corps et tout. En fait, moi, tout est déjà prêt. Donc, je me souviens sur Snowflake, le film que j'ai réalisé, les acteurs ils disaient mais on peut s'échauffer. Et en fait, je n'ai même pas les exercices de chez. Donc il y avait quelqu'un qui était au conservatoire qui a dirigé les. Parce que je ne sais pas faire. Je suis toujours chaud, c'est toujours là. Donc ça faisait. Je peux pleurer au bout de 5 secondes, c'est pas un problème. Tout est toujours vraiment là. Et comme tu dis, parfois ça a tendance à exploser. C'est-à-dire pas de colère en général. Moi, c'est plus où j'ai besoin de m'isoler en fait. Je sais pas pour toi, est-ce que de temps en temps tu as besoin de solitude? Oui, clairement. Juste de. Pas de bruit, pas de son, pas de personne, pas d'obligation. Rien du tout, juste moi. Ouais, en fait, je pense que c'était à double tranchant, parce qu'après au lycée, t'étais plus jeune, t'avais moins de compréhension. C'était un peu à double tranchant, c'est-à-dire que ce désir de solitude venait tellement d'un coup que il y avait un rejet des autres. Non, j'ai besoin de partir. Mais nous, on ne comprenait pas en fait. On disait, bon, là, il s'est énervé, justement, et c'est plus tard qu'on a compris. Il est un peu ronchon là. Bon, monsieur Colère, on va te laisser tranquille. Là. Oui, mais c'est d'un coup en plus. Ça monte tellement que c'est un besoin immédiat. Mais du coup, parler de Snowflake, ça me fait aussi une bonne transition, parce que ma prochaine question, c'était sur Snowflake et sur ton travail de réalisatrice. Pourquoi est-ce que tu as choisi de parler de ce sujet-là, qui est difficile, quoi. C'est pas marrant du tout comme sujet, c'est lourd. Pourquoi tu as choisi de traiter ce sujet-là avec ce film? Alors, c'est bizarre, mais la mort a toujours été un peu un truc intriguant pour moi. Et j'ai perdu ma mère en 2012. Et je me suis rendu compte que je n'ai rien d'elle. J'ai rien. J'ai quelques petits trucs qu'elle a écrits, mais vraiment j'ai rien. Et donc je me suis dit, c'est vrai, je peux pas aller au cimetière, parce que bon, je suis en France. Donc, comment je peux faire déjà le deuil? Comment je peux faire pour voir quelque chose? Ah, ça c'était à ma mère, ça. Ah oui. Je l'ai pas, j'ai rien. J'ai quelques photos. Mais à part ça, mais les photos, c'est pas la même chose non plus. C'est pas quelque chose qu'elle a touché, c'est pas quelque chose qu'elle a aimé. Et donc je me suis dit, j'ai envie de parler de ça, ce besoin d'avoir quelque chose, mais aussi savoir lâcher autre chose. Et dans ce film, je voulais parler de un peu le deuil le plus impossible à faire, c'est-à-dire deuil d'enfant. Moi, j'ai pas eu ce deuil à faire, heureusement. J'espère que je l'aurai jamais. Oui. Mais parce que je me suis dit, si elle est mariée à un Français qui habite en France, bon, ils vont en France, elle parle français, mais bof. Et elle a que ce petit peluche. C'est tout ce qu'elle a, c'est son fils. Il incarne, il a remplacé le fils. Et si jamais le mari rejette cette idée, c'est-à-dire lui il veut passer à autre chose, la peine est trop dure, comment elle va faire? Et en fait c'est venu là, c'est ma mère
Je n'ai rien d'elle. J'ai eu énormément de mal à faire le deuil. Moi, j'ai passé l'agrégation en 2012. Je l'ai passé 2 semaines après sa mort. Je vous raconte pas l'état dans lequel j'étais. C'était les oraux, c'était juste avant les oraux. Et en fait, ça, je pense que ça m'a aidé parce qu'on relativise. Genre, c'est un concours d'élite, professeur d'élite, blablabla. Et on monte ça et tout. Et on a tellement de stress. Mais en fait, je viens de perdre ma mère, je m'en fous de ce concours. Et je l'ai remis à sa place. Donc ça m'a permis d'y aller un peu assez décontracté. Je l'ai passé, je suis allée aux États-Unis pour ses funérailles. On est revenu en France, j'étais stagiaire, j'avais 3 enfants en bas âge. Et il fallait que je sois forte. Je ne pouvais pas ne pas aller au travail. J'étais regardée de près parce que j'étais stagiaire. Et je pense que je voulais parler de cette idée de deuil. Quand est-ce qu'on fait le deuil? Quand est-ce que c'est fini? Jamais. Jamais. La perte est toujours là. Quelque part. Moi, j'ai perdu mon grand-père en 2009. Ouais. C'est jamais parti. Je me dis, ça ne partira. Jamais. Ça partira pas, je pense. Mais quelque part, je sais plus à qui je dis ça. Mais le deuil, c'est un peu. En fait, c'est juste l'amour qui part pas aussi, quelque part. C'est ça. C'est l'amour qui refuse de s'en aller. On en discutait avec. C'était avec moi et je sais plus qui d'autre était avec nous. Mais... Il y avait Charlotte, je crois, qui était là. Ouais, je sais plus, mais ouais. Mais oui, le deuil, c'est aussi l'amour qui part pas. Donc, c'est pas forcément mal qu'il soit toujours présent. Parce que ça, au bout d'un moment, on fait peut-être plus le deuil de la tristesse que le deuil de la personne. C'est ça. Et du coup, on vit avec. Et le meilleur retour que j'ai eu, c'était, on a fait une projection d'Autriche et il y avait une psychologue dans la salle qui est venue me voir après et elle m'a dit, est-ce que vous avez vécu ça? Vous avez perdu un enfant? Parce que, bon, le mari et la femme, le mari, il a une maîtresse, il veut passer à autre chose, sa maîtresse, elle est enceinte... Et elle est toujours dans le deuil présent, c'est-à-dire elle ne vit pas. Alors que lui, il veut vivre, voilà. Mais par un peu, il a un peu des scrupules à la quitter, donc il a une maîtresse, etc. Et donc elle dit, c'était tellement juste. Et pour moi, c'était gagné. Elle a dit, c'est tellement juste, c'est-à-dire ce qu'elle vit, ce couple qui se déverge, c'est-à-dire vraiment... Ils prennent des chemins séparés. Elle a dit, pour moi, c'était parfait. Je vois ça chez mes patients fréquemment. Et pour moi, ça veut dire que j'ai vu quelque chose de juste. Et même si cinématographiquement, il y avait plein de choses que je me disais, on n'aurait pas dû faire ça en plan séquence, etc. Bon, après coup, c'est facile. Oui, je suis dans le même cas que. Je suis dans le même cas avec Bélia. Je suis dans le même cas, on pourra en reparler, mais. Oui, mais ce retour de cette psychologue, je me suis dit, ok, j'ai fait quelque chose de bien au moins. En plus, le film, de ce que j'ai entendu, il a eu aussi une petite vie aux États-Unis. Enfin, il a circulé pas mal là-bas. Oui. Comment ça s'est passé? Parce que en fait, je sais plus qui m'expliquait ça, mais que ce genre de sujet-là touchait. Oui. Peut-être un peu plus le public américain que le public français. Oui, le public français, par exemple, Ténacis, il avait vu. Et il a dit, c'était larmoyant. J'avais aussi un collègue français qui a dit, oui, c'est un peu tir à l'arme. Bon, on voit que les Français n'aiment pas trop. Les Américains, effectivement, il y a plus, je sais pas, un état d'esprit ouvert à ça. Et ça avait pas mal marché. Maintenant, ça fait la queue pour l'instant, parce qu'il y a un peu embouteillage pour C'était censé être dans pas mal de cinémas. Ça a déjà été dans quelques cinémas à New York, quelques cinémas à Los Angeles, un cinéma à Ottawa, au Canada. Mais les autres, il fallait qu'ils ferment.
Donc, s'il y en a pour d'embouteillage... À cause du Covid? Oui. Ah ouais, super. Ah. Voilà. Ah, si. On n'a pas fini d'être emmerdé avec ça. Quand même. Oui, voilà. Mais oui, ça a été sélectionné pour 3 festivals. Voilà. Donc ça a un peu vécu, mais en France, pas tant que ça, effectivement, en France. Les retours positifs, bon, c'était les psychologues et les anglophones. J'avais des anglophones qui ont vraiment aimé l'histoire, etc. Mais les Français, pof. Assez frileux, oui. Qu'est-ce qui peut expliquer que c'est la culture, enfin le différence de culture? Oui, je pense honnêtement, oui, la culture, les Français n'aiment pas tout ce qu'on, entre guillemets, des mélodrames. Parce que bon, c'est quand même quelqu'un, elle a perdu son fils, qui ensuite, la peluche du fils a été donnée, ensuite on apprend que le mari a une maîtresse, elle quitte le mari, sa voiture tombe en panne. Mais en fait, tout ça, c'est une sorte de hasard des choses qui va la conduire vers quelque chose de la voie de la guérison. À la fin, elle retourne aux États-Unis et elle apprend un peu à mettre la juste place à sa douleur. Donc c'est ça, au début, oui, il y a un peu de... Oh, c'est quand même... elle a perdu son fils, son mari c'est un con, ensuite c'est la voiture qui la lâche, alors dis donc, mais en fait c'était parce que cette voiture qui la lâche, elle est au milieu de nulle part, et c'est le sauveur, c'est un jeune qui vient, qui lui a perdu sa mère, mais qui, en quelque sorte, il fait un peu la place du fils perdu, et qui dit, plus ou moins, l'histoire, c'est ma mère n'aurait pas voulu que ma vie soit triste à cause d'elle. Et c'est parce que c'est injuste envers elle que j'ai décidé d'être heureux. Et c'est l'idée, et donc ça fait une sorte de déclic chez cette femme. Voilà, donc c'est pas non plus mélodrame du début jusqu'à la fin, quand même. Mais voilà. Mais en France, je crois que tout ce qui est mélodrame, tout ce qui est larmoyant... Pourtant, on en finance beaucoup. Enfin, je veux dire, il y a oui. En long métrage en tout cas, mais même en cours, mais pourtant on en voit pas mal en festival. Ouais, c'est bizarre. J'ai pas forcément d'explication, mais c'est étrange. Mais ce rapport du coup de réalisatrice, parce que on a brièvement parlé tout à l'heure, comment tu l'appréhendes ce côté mon œuvre elle est figée. Je peux modifier le montage, je peux modifier la colo, je peux modifier les musiques, je peux modifier plein de choses, mais ma matière de base est figée, alors que moi, en tant que réalisatrice et en tant que personne, j'évolue. Et du coup, le fait de le revoir fait qu'on... Je parle pour moi, hein, mais on revoit souvent les défauts, les pires choses du film, et en fait, on a beau avoir des personnes qui me disent non, c'est bien, il y a ça, effectivement, il y a ça, mais il y a quand même plus de bien que de mauvais. Oui. On est quand même très concentré sur le... Oh, complètement. Quand je le vois, je vois que ça d'ailleurs. Je vois, mais je vois que, par exemple, je vois que mes jambes, parce que mes jambes sont un peu déformes, quoi, en fait, à cause de cette maladie. Je vois que ça. Je vois ces plans qui sont un peu longués. Je me dis, mais pourquoi on a fait ça comme ça? Mais oh, ça va là. Et puis, on aurait dû faire des entrecoupes, là, c'est parce que c'est... Et je vois que ça. Mais je me dis que chaque fois qu'on fait un projet, c'est des choses pour apprendre. C'est-à-dire que moi, j'avais une image, et j'ai travaillé avec quelqu'un d'autre à la réalisation, parce que j'étais aussi actrice, donc je me suis dit, je ne vais pas pouvoir vraiment faire les deux complètement. Et je me suis un peu laissée faire. Il y avait des choses où je me suis dit, non, c'est-à-dire que, puisque j'avais fait le scénario, je me suis dit... il y avait une scène d'une soirée entre amis. Donc voilà. Et donc déjà, il y a cette femme, parce que le jeune, ils sont que les jeunes. Et puis tout d'un coup, il y a cette femme avec sa peluche, parce elle retrouve. Qui en soit vu de l'extérieur est bizarre comme situation. Voilà, et on voit pas les réactions des gens, donc ça tombe complètement à plat. Parce que ils ont voulu, avec le directeur de la photographie, ils ont voulu faire un plan séquence. Et je me suis dit, ok. Et avec le monteur, on a essayé quand même d'arranger les choses. On a fait comme on pouvait, mais ça tombe quand même à plat parce que
ça repose vraiment sur les réactions des gens qui sont un peu... Qu'est-ce qui se passe? C'est qui cette femme? Voilà, mais vraiment des choses. Il y en a un a dit ah, vous êtes venu avec votre nounou, ça c'est bien. Puis, ah, c'était à mon fils, mais bon, il est mort. Et On dirait, tu sais, le papa de Big Flo et Oli. Ah, il est mort. Ouais. c'est ça, donc voilà, la réaction qui est un peu ok, mais qu'est-ce qui nous a ramené cette dame? Et puis ils ont un jeu où ils boivent, c'est-à-dire ils doivent, c'est un peu des faux intellos, donc ils doivent trouver des citations de gens célèbres sur un thème donné. Et donc c'était l'alcool, donc il y en a un qui est le seul arme dont j'ai besoin, c'est le diabouchon, Jean Carmé. Donc tous les autres Oh, cette phrase. doivent boire. Et elle trouve une citation. Et il y en a un qui met les pieds dans le plat à chaque fois, qui a parlé de quelque chose de Duras, plus ou moins que les planètes sont là pour être complètement indifférent à notre douleur. Et il est censé la regarder, et tout le monde, il doit avoir une espèce de silence. Putain, mais qu'est-ce qu'il vient de dire? Elle vient de dire qu'elle a perdu son fils, pourquoi l'univers est indifférent à sa douleur. Mais en fait, ça tombe à plat, parce que c'est un plan séquence. Donc, on voit pas les réactions des gens, on va pas... Donc, quand je vois cette scène, je suis un peu... Je ferme les yeux en disant, oh, ok, c'est la scène, ok, d'accord. Mais je me dis, à chaque fois, je vais apprendre quelque chose de ça. Mes idées, si je suis la réal, c'est mes idées, je peux écouter les autres, mais j'impose mon idée si je pense que mon idée est meilleure que les autres. C'est mon rôle. Et là, je me suis un peu laissé faire, en convaincu. Ok, d'accord. Bon, mais vous n'avez pas de Steadicam. Oh, ok, d'accord, non, plan séquence, pas de problème. Donc ça saute un peu, genre... Voilà, donc c'est des petites choses. Mais je me dis que la prochaine fois, je saurai que... Voilà, ça c'est mon idée. C'est ça que je vois les choses. Le découpage technique, c'est comme ça, m'en fous. Et puis c'est tout. Voilà, mais effectivement, on voit que c'est le négatif. C'est pour ça qu'on a, enfin moi en tout cas j'ai très hâte de passer à la diffusion. C'est pour avoir vraiment d'autres retours. Ouais. Parce que moi c'est moi qui fais le montage, je fais les effets spéciaux. C'est pas moi qui fais le mixage parce que j'y connais. Mais du coup je suis devant tout le temps, et c'est vrai qu'au bout d'un moment on ressasse. Puis le fait d'avoir fait les effets spéciaux fait que je l'ai vu image par image sur certaines scènes. Ah oui, quand même. À 24 images secondes, plusieurs secondes d'effets spéciaux, au bout d'un moment, on sature un peu. Bah, on sature et on n'a même plus le recul. On sait même plus si c'est bon ou mauvais. Genre, c'est juste fait. Ça, c'est un problème aussi, c'est que quand on est tellement dedans, surtout si on fait de A à Z, si c'est scénario jusqu'au montage, mais on n'a plus du tout le recul, mais d'aucune sorte. C'est-à-dire... on est tellement dedans qu'on ne sait pas si c'est mauvais ou c'est bon. Franchement, je ne sais pas pour toi si ça t'arrive, mais... Bah si, puisque je me dis à terme, ça doit être ça aussi, un des avantages de la professionnalisation, c'est de pouvoir au fur et à mesure, et plus on prend du galon, de déléguer, voilà. Et du coup de superviser le montage sans forcément le faire, voilà. Parce qu'il faut quand même que le film nous ressemble, mais en même temps si on est tout le temps dessus, je le vois avec le film sur l'hypersensibilité, c'est... Au bout d'un moment, on se dit « Ah, j'aurais bien aimé pouvoir déléguer, être là pour regarder, et en même temps... » Et avoir un regard quand même un peu distancié, quoi. Parce que... Ça me l'a fait aussi quand c'est Baptiste Camps, que vous avez eu aussi en cours, qui a fait avec un autre... Valentin, vous ne l'avez pas eu, puisqu'il a redoublé. Mais qui ont fait la colorimétrie. Et c'est vrai que je leur ai laissé du coup le film 3 semaines. Et quand je l'ai redécouvert 3 semaines après, j'ai fait... Bon, déjà, moi quand j'avais vu, il était en flat, donc il était gris. Et je l'ai vu avec la couleur. J'ai fait... Ah, je redécouvre... Ok, d'accord. Ça m'a fait bizarre. Mais du coup, ça y est, c'est déjà cassé. J'ai retravaillé dessus, on a modifié des choses. Ça y est, c'est déjà oublié, je suis heureux de face aux défauts du film, quoi. Oui, c'est ça. Ma grosse tête tout le temps là en H24. Donc, voilà, c'est un peu ça. Avant de passer à la dernière question, enfin aux 2 dernières questions, j'avais envie qu'on fasse un petit jeu. C'est un jeu qui est tiré d'une émission qui s'appelle Le Cercle sur Canal+. Je sais pas si ça te parle.
Oui, un peu. C'est une émission où on parle de cinéma. Mhm. Et donc c'est un questionnaire pour parcourir ta cinéphilie. D'accord. Je crois que c'était le cercle de Fianso, j'ai pas compris. Non. On va faire un freestyle, ok, c'est parti, let's go. C'est pas trop ça. On peut, hein, si vous le sentez chaud, mais... T'as des prods? Non, j'ai rien du tout, désolé. Ok, bah c'est parti. 7 questions pour le questionnaire du cercle. Un film qui t'a donné envie de faire du cinéma. Cercle des Poète poètes disparu. Mais pas que. Il y en avait tellement. Eddie Murphy, Un fauteuil pour deux. Je sais pas pourquoi, mais ce film, j'ai adoré. Ça m'a fait rigoler. Donc, quand j'étais plus jeune. Star Wars. Voilà. Il y en a plein. Un film que tu adores en secret. J'adore en secret. Quelque chose d'un peu honteux. Oh, ouais. Ou alors ouais. de mal vu Ouais, par la peut-être. communauté cinéphile. Ouais, peut-être Twilight, le dernier. Les autres, j'ai pas vraiment aimé, mais le dernier, les effets sont bien et tout. Mais je le dis pas trop. Le film récent qui t'a fait le plus de bien. Oh, récent. Bon, du coup, c'est vrai que là, 2020, c'est chaud. Oh là là là. Mais on peut élargir à quelques années avant. Oh, Après une année de fermeture des salles, c'est compliqué. oui, c'est horrible. Le pire, c'est que je me souviens même plus ce que j'ai regardé récemment. Alors, je l'ai pas vu au cinéma. Et ça m'a fait rigoler juste parce que j'ai envie d'être comme ça parfois. C'était Bad Moms avec Mila... Oh, comment elle s'appelle? Avec Susan Sarandon. C'était Bad Moms 2 d'ailleurs. Et c'était avec Kristen... Comment elle s'appelle? Belle. Kristen Bell, oui. Et en fait, c'est vraiment quand tu veux être une bonne mère et c'est go. Et à un moment, on dit juste un peu fuck it. Voilà. Ouais. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Un acteur ou une actrice qui te fait aller au cinéma, mais pas pour le film, pour l'acteur. Ouf. Pour des raisons un peu chaudes. Ah. Johnny Depp. Johnny Depp. Il a mon âge. Quel âge il a, Johnny Depp? Je sais plus. Je crois qu'il est né en 73 comme moi. Il me semble. Je crois qu'il est même né au mois de mars, non? Comme moi. Peut-être même le même Tout jour. est écrit dans les étoiles, hein. Un film dans lequel tu aimerais vivre. Ouh. Les questions sont dures. Il y a pas mal de films. Il y a des films de Tim Burton. Je ne sais pas, peut-être Alice in Wonderland. Ça serait chouette. C'est dangereux, mais... C'est dangereux, C'est relativement mais dangereux. c'est tellement... Excentrique. Oui, exactement. J'ai la date du coup, 63. 1963. 63? 57 ans, il a Johnny Depp. Oh non. Bah, après, ça va. Oui, C'est bah jouable. oui, hein, parce que c'est un homme et lui, il a le droit. Ah, Il a le droit d'avoir 57 ans. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais voir le plus souvent au cinéma? Ou plus souvent? Qu'est-ce qui manque un peu? Justement, des histoires de vraies personnes. C'est-à-dire que souvent, en ce moment, c'est tout ce qui est super-héros. Je ne supporte pas ça, je sais pas. Peut-être vous aimez ça. Mais bon, c'est peut-être un truc de mec ou de fille, je ne sais pas. Mais les trucs de super-héros... je trouve que ça... Trop de super-héros tue le super-héros. Mais des gens, des trucs de vraies personnes, mais qui racontent de vraies histoires, des histoires presque ordinaires. Où les gens ils diraient oh c'est chiant ça, mais en fait voilà, où on a l'impression que pas forcément des drames, ça peut être des choses c'est pour ça Bad Moms ça m'a plu parce que justement c'est vraiment la mère qui essaie de tout bien faire, voilà, de vraies histoires quoi. Bah c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec Over Folsom, c'était un peu ça, c'est ramener alors pas le genre du super-héros parce qu'on fait pas du super-héros et que ça c'est pas forcément ce qui m'intéresse, mais de ramener les
capacité extraordinaire dans des gens Oui. qui parlent aux gens. Enfin, je veux dire, Oui. des gens qui ont... c'est commun en fait ce qu'on voit. On sait que c'est des histoires de tout le monde. Voilà. Donc, ouais, Oui, je suis exactement. d'accord. Et alors, peut-être la question la plus dure. Un film à envoyer dans l'espace pour présenter l'humanité aux aliens. Oh. Oui, oui, oui. Ça serait presque le jour le plus long, quoi. Parce que l'homme, on est capable de... Oui, je suis assez cynique, je pense. Oui, peut-être justement Saving Private Ryan, je sais pas comment dire en français. Il faut sauver le soldat Ryan. Oui, un truc comme ça, c'est-à-dire que on est horrible, on est capable de s'entretuer horriblement, mais il y a une lueur de quelque chose de très beau dans l'être humain, justement, où on va essayer de trouver ce dernier fils qui est toujours vivant et il faut le sauver. Vraiment, qu'on est capable des pires choses comme des choses vraiment très belles. Les plus belles. Ouais. Du coup, les deux petites questions, enfin, il y a plusieurs questions pour finir, mais comment tu vois la suite dans tes projets? Est-ce que tu travailles sur des choses? Est-ce que tu es en train de préparer le terrain pour... Parce que du coup, la diffusion de Snowflake continue, une fois que le Covid... Oui. Une fois qu'on en sera sorti. Mais est-ce que tu as d'autres projets? Est-ce que tu continues de bosser, de préparer des trucs? Oui, en ce moment, j'ai écrit un scénario qui s'appelle Charge mentale, donc ça va être le prochain film que je vais tourner. Justement, toujours sur ce thème de la mer surchargée, parce que un jour, j'étais dans ma voiture et je me suis rendu compte que j'étais il faut pas que j'oublie d'acheter des baskets à Alex, il faut que je réponde à cet étudiant, il faut que je prenne rendez-vous chez le dentiste. Et mon cerveau faisait un peu comme un truc de flipper, quoi, bing 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 bing. Et je me disais, mais et j'étais épuisée. Je suis rentrée à la maison, je me suis rendu compte que j'avais pensé à peut-être 20 trucs qu'il fallait pas oublier. Et je me suis dit, c'est vrai que la charge mentale, parce que il faut que je fasse les courses, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir, c'était sans cesse. Et donc, j'ai fait un scénario sur justement une femme qui à la maison, elle commence au travail, et elle est tellement dans son truc qu'elle est un peu déconnectée par rapport à tout ce qui... Elle est dans son truc, elle dit merde. Donc elle monte dans la voiture et beaucoup en voix off, donc des voix off, même des amis qui disent il faudrait qu'on fasse une petite soirée entre copines. Même ça devient juste l'accumulation d'obligations presque. Alors que ça devrait être quelque chose de bien. En fait non, il faut quand même réfléchir à trouver une date pour voir les copines, parce que Et ça finit un peu, elle pète les plombs, plus ou moins. C'est un pétage de plomb. Donc ça, c'est pour cet été. Je ne réalise pas. J'ai décidé de confier à quelqu'un d'autre qui a maintenant le Covid. Donc c'était censé être tourné au mois de mai, là. Donc c'est un peu repoussé. Merci. Covid m'a foiré tous mes plans, hein, franchement. Il s'acharne un peu là, quand même. Donc oui, mais... au lieu de me dire qu'il n'y a plus de rôle pour moi, j'ai écrit des rôles pour moi, quoi. En fait. C'est ce qu'a fait plus ou moins Thibaut Dardan, tu l'as aussi en cours. Oui. Il s'écrit ses rôles en fait. Oui. Mais il attend pas que... je crois qu'il a tenté 2-3 castings et tout, mais il écrit ses propres rôles. Oui, et là au final, il a été pris dans une école de comédie à Lyon. Ah, ça c'est chouette. Alors je sais pas si ça va te parler, mais c'est l'école qui est gérée par Joël Sevilla, qui est la maman d'Alexandre Astier. Oui. Ça c'est chouette. C'est une école extraordinaire. Et c'est l'école qu'il voulait en plus. Enfin, ça fait vraiment des années qu'il bosse. Oui. Donc, je sais pas, est-ce que tu as vu le film qu'il a fait? Camelot? Non, qu'il a fait pour le cours les Lego. Oui, oui, le film de Thibaut. J'étais parti sur Astier. Oui, Thibaut. Oui. Mais honnêtement, je me suis dit, oh là là, le travail. Il l'a fait avec notre ami photographe, Benjamin. Ouais. Tu passes par là. si tu pas Benjamin, il écoutera. Donc s'écrire ses rôles. Au final. C'est-à-dire que soit je peux attendre qu'on propose. On propose parfois. Mais parfois, soit c'est aux États-Unis et c'est pendant mes cours et que je peux pas, ou si je peux
Par exemple, à Londres, il y a 3 ans, je suis allée jouer et aussi j'ai fait un peu de coach scénique. Je suis allée, c'était chouette, mais bon, parfois ça marche pas trop avec ma vie de prof et ma vie de mère. Donc, comme ça, je peux un peu Si gérer. c'est pas un peu frustrant quand il y a des rôles qui se proposent aux États-Unis, Ah oui. Ah, On a- si. Oh, t'as si, t'as si, pas si. envie à un moment donné de dire fuck les cours. Il y a des moments, Il y a des moments et je pars, et surtout là quand on est en plus. oui, où les cours sont. Avec ça. Oui, c'était juste catastrophique. Ah oui, il y a des moments, oui. Il y avait un truc à New York l'année dernière, un truc super bien, où j'aurais dansé et joué. J'avais tellement envie, mais bon, c'était vraiment. Je crois que ça a été coupé court par Covid d'ailleurs. Ça a commencé au mois de novembre, et puis après. Mais bon, c'était en plein milieu de l'année En plein milieu des universitaire. cours. Voilà. Mais bon, c'est des choix à faire. Hein. Ouais, je comprends. Ouais. Bon, on a fait un peu le tour, on arrive sur la partie conclusion. D'accord. Ça va, ça t'a plu? Beaucoup, C'était cool. oui. Oui, c'est. Moi j'ai appris beaucoup de choses, j'ai beaucoup aimé. Je voulais savoir si tu avais des recommandations culturelles, cinématographiques pour les gens qui écoutent. Qu'est-ce que tu regardes en ce moment que tu recommanderais à des gens? Alors, ce que je regarde en ce moment. Le truc, c'est que je travaille tellement en ce moment que je regarde très peu. C'est horrible. Mon fils, justement, pour Bad Moms 2, mon fils, on peut regarder, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas regardé un film. Mais je regarde. Alors, j'essaie de regarder un peu des choses sur. Des choses légères. Contrairement à ce que j'écris en général. C'est quand même bizarre. Hein. Mais oui, il y a des choses, je sais pas, qu'est-ce que j'ai regardé. C'était avec Michael Douglas sur Netflix. Oh là là là. C'est une série. Vous regardez Netflix? Moi, J'ai en gros, Netflix, mais une série avec Michael Douglas, ça me parle pas. Je me souviens plus. C'est une série. Mais bon, peut-être pas de votre âge, c'est-à-dire que il est vieux et c'est que les vieux qui jouaient dedans, mais c'est assez léger sur la vie en fait. Et moi j'aime bien ça. Pour les films, j'ai regardé quelque chose avec mon mari pour lui faire plaisir parce que c'était plus un truc. Mais en fait, j'ai bien aimé. C'était The Good Criminal avec Liam Neeson. c'est bien quelque chose. J'ai peut-être dû le regarder avec mes parents, mais. Ça me parle pas. Avec Mais les il personnes faudrait que je note. Voilà. Ouais, par moi. Mais en fait, je pense qu'il faut regarder le plus de choses variées possible. Ouais. Souvent, on tombe dans le travers de toujours regarder la même chose, parce que ça nous a plu ici, donc bon, je regarde la même chose. Et en fait, il faut pas s'interdire de regarder des choses très, très, très diverses. Parce que déjà, si on veut être dans ce monde des arts du spectacle, le monde du cinéma, le monde du théâtre, il faut avoir un bagage culturel parce que ça dépend aussi de ce qu'on veut faire, bien sûr, là-dedans, mais je pense que, surtout pour les acteurs, voir comment le jeu de beaucoup d'acteurs, parce que tout le monde ne joue pas de la même manière, même si il y en a beaucoup qui jouent de la même manière, comment dire, le même acteur va jouer de la même manière pour ceux qui ne sont pas... Il y a une petite frange d'acteurs qui peuvent se diversifier, mais vraiment... et si on trouve ces acteurs, ça nourrit notre propre jeu. Si c'est toujours la même chose, par exemple, je sais pas, Jennifer Aniston, par exemple, parmi d'autres, c'est toujours à peu près la même chose. Que ce soit comique ou tragique, c'est un peu le même jeu. Et si nous, on peut nourrir notre jeu en regardant tout ce qu'on peut voir et analyser, décortiquer, ça aide vraiment pour appréhender les rôles, pour appréhender ce qu'on veut faire avec les personnages. Donc vraiment de regarder tout ce qu'on peut, même si ça nous plaît pas à la fin, c'est pas grave. Il y a quelque chose, on tire quelque chose forcément. Par exemple, les films d'horreur, j'en ai horreur justement. Ah bah, on est deux. On est deux.
Mais je pense que ça vient de l'hypersensibilité. Voilà. Voilà, C'est juste exactement. impossible. Exactement, c'est exactement ça. Les gens, ils comprennent pas ça. D'ailleurs, mon fils, il est Pardon. hypersensible et en ce moment, il est en plein. Je dois rester dans sa chambre le soir jusqu'à ce qu'il ouais. s'endorme, tellement il est. Ouais. Il est en collège, il est en 5e. Mhm. Donc, je crois que les pires années de la vie, c'est au collège. Un collège, Hier soir, il a fait une crise de panique, il pouvait pas respirer parce qu'il y avait collège ce matin. Et l'hypersensibilité, c'est ça. Il a regardé un film d'horreur parce que ses amis ils ont dit oh regarde, et c'était sur. Après c'est foutu, ça et tourne. Exactement. C'est tout le temps, mais moi j'ai plein d'exemples comme ça. J'ai regardé avec ma soeur quand j'étais plus jeune, j'ai regardé Je suis une légende avec Will Smith, Oui. qui est pas forcément un film d'horreur, Non, mais mais c'est- il y a des moments qui sont stressants, ça m'avait fait Ça dépend à tourner. quel âge tu l'as regardé aussi. Enfin, Oui. J'étais jeune, mais même aujourd'hui, il y a encore 2-3 ans, je jouais à des jeux d'horreur sur mon PC et j'en fais parfois encore des cauchemars aujourd'hui. Ben voilà, c'est ça, ça part pas. C'est parenthèse. Donc voilà, donc il faut vraiment regarder de tout, même si on n'aime pas. Quand on regarde avec un œil de quelqu'un critique, on en tire forcément quelque chose. Que ce soit réalisateur, scénariste, acteur, on tire quelque chose de l'histoire qu'on est en train de regarder. Donc on regarde le plus possible. et du coup, la dernière question pour conclure, je voulais savoir ce que tu dirais à quelqu'un qui aujourd'hui veut se lancer dans ces métiers-là. Globalement, est-ce que les études c'est ultra nécessaire ou est-ce que pas forcément? Est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut attendre? Quelle démarche tu conseillerais à quelqu'un? Alors, je dirais jeune, quelque chose qui est chouette dans ce monde, c'est que acteur, c'est faire. Si on peut faire des études, tant mieux. Ça peut toujours enrichir notre approche, mais c'est pas forcément nécessaire. N'importe qui, mais même toi, voilà, tu fais la réalisation, tu fais un casting, tu regardes leurs études, ok, t'es très bien, mais qu'est-ce qu'ils vont faire devant moi? Qu'est-ce qu'ils vont... Oui. Et c'est ça qui compte. S'ils ont fait pas un jour d'études, mais ils sont, mais c'est juste le personnage, mais je le prends. Donc, s'ils peuvent faire des études, tant mieux. S'ils peuvent pas, c'est pas grave. Et c'est quelque chose qui est formidable avec ce métier, c'est que c'est pas une nécessité absolue. C'est vraiment, si vous avez le talent, vous pouvez travailler votre talent de votre côté, avec des courts-métrages, avec la scène, peu importe. C'est ce qu'on va donner devant le metteur en scène, devant le réalisateur. C'est tout ce qui compte. Genre, je sais pas ce que t'en penses, mais quelqu'un Si, complètement. Quand on a fait les castings pour Over Folsom, on a reçu des dizaines de propositions de gens qui avaient des bandes démos énormes, qui avaient plein de choses. Vraiment, on sentait qu'il y avait beaucoup de projets. Ouais. Et celui qu'on a gardé pour le rôle du professeur, c'est un comédien qui s'appelle Stanislas Garnier, qui je crois n'avait même pas envoyé de bande démo, il avait envoyé des photos. Aux photos, on s'est dit, il y a vraiment un truc qui se dégage, une espèce d'aura, ce qu'on n'avait pas eu du tout sur les autres. Ouais. Du coup, on lui a demandé de se filmer en train de faire un morceau du texte, et quand il l'a fait, on a fait c'est bon, c'est plié, on garde. Alors que pourtant, il vient, principalement, il vient beaucoup de la musique, du théâtre de rue, du théâtre pour enfants, et en fait, il a fait un truc. Le boss. Bah ouais. Il est resté Le boss, hein. 4 jours, je crois, avec nous sur le tournage. Moi, au bout du 4e jour, quand il est parti, j'étais en larmes parce que c'est de ce genre de personnes qui, en fait, ça transcende. Il y a ce truc-là qui est extraordinaire et qu'on trouve, je trouve, que dans les milieux que dans les milieux artistiques. Complètement. Et dans le milieu du cinéma. Jamais j'aurais un jour imaginé dire à mes parents, bon bah là il y a un comédien qui va venir en caravane, il va se doucher chez vous pendant 5 jours, il va jouer et tout, et que en fait ça se fasse avec un naturel et une fluidité extraordinaire, et que au bout de 5 jours on dit bah ça fait 6 mois que t'es là, non? Et en fait pas du tout. C'est des aventures qui existent nulle part ailleurs. Je crois que c'est des aventures humaines, quoi. C'est pour ça que je veux faire ça, je trouve. Enfin, il y a quelque chose de fabuleux. On sort d'un tournage pendant les 2 semaines des vacances. C'est épuisant, forcément, un tournage, c'est normal. On fait du 6h, 22h. Mais quand on arrive au bout du 14e jour, on se dit... ça fait que 2 jours. On se dit, mais ça fait 14 jours qu'on est là et que tous les jours on fait ça tout le temps. J'ai l'impression que ça fait à la fois 10 mois et en même temps 3 heures. Voilà. On est dans notre bulle. C'est des moments hors du temps. Ouais. D'ailleurs, quand on sort de ces moments-là, il faut un temps d'adaptation pour redevenir dans le monde réel, entre guillemets. On déprime un peu. Oui, c'est carrément... Il faudrait apprendre à cuisiner aussi, parce qu'on avait une régie cuisine, donc... Ah oui. Ça c'est particulièrement, on fait, va falloir manipuler
Des poils. Des casseroles. Oui, Je sais pas, des j'avoue. casseroles. J'ai oublié. En 14 jours, j'ai oublié comment ça fonctionnait. Mais c'est des moments hors du temps. C'est Ah ça ouais. qui est trop Ouais, bien. ouais. Oui, c'est magique.